Les rencontres de la Villa des créateurs en partenariat avec Émergence. Bienvenue à tous pour cette 7e soirée en émergence. Pour les nouveaux, alors ceux qui ne connaissent pas le contexte, je vais vous préciser juste qu'est-ce que c'est que les émergences écrits avec A-I-M-E-R. Donc c'est un néologisme, c'est aussi un site internet que j'ai créé il y a de ça 1 an et demi. Et le principe, c'est de proposer tous les jours une émergence dont la définition est la suivante. Donc c'est une petite pousse, un signal faible qui a besoin d'amour pour réaliser son potentiel. Donc, comme les enfants, en fait, tout simplement. Et donc, tous les jours, je vous propose des émergences sur mon site. Et depuis le confinement, et même avant, en fait, j'avais décidé, en collaboration avec la Villa des créateurs, de proposer des soirées en émergence qui devaient se dérouler en présentiel dans la Villa, qui est un lieu qui se trouve près de la place de Clichy et qui est un lieu de transformation, d'ouverture, de brassage, où se croisent à la fois des entreprises, des ONG, des artistes, des philosophes, enfin bref, il y a énormément de diversité dans ce lieu. Il est tenu par Damien et Michel. Et alors pour l'instant, bien sûr, il est fermé, mais il va les réouvrir, j'espère, le plus vite possible, de façon à ce qu'on puisse continuer ces soirées en émergence. Mais cette fois, elles seront à la fois en présentiel et aussi en numérique avec Zoom ou avec un autre outil, peu importe. Donc voilà. Vous pouvez, pour ceux qui ne connaissent pas, donc retrouver les émergences, les soirées en émergence, les enregistrements dans une chaîne YouTube qui s'appelle Émergence. Donc pour les précédentes, il y en a eu 6 avant celle-ci. Je voulais aussi vous préciser le déroulement de la soirée. Donc Sophie va intervenir pendant une 40aine de minutes. Et puis, à l'issue des 40 minutes, on pourra tous dialoguer entre nous, poser des questions et échanger. Alors, peut-être je vais simplement vous préciser comment j'ai rencontré Sophie. C'était à peu près il y a 1 an, je crois, lors d'un séminaire ou un colloque sur le revenu universel qui se tenait à Paris. Et en fait, donc je m'assois dans un très grand amphithéâtre. Et là, tout d'un coup, Sophie apparaît et hop, mes sens sont en éveil parce que je détecte chez Sophie quelque chose de très particulier et que j'espère que vous allez pouvoir aussi trouver ce soir. Je mets la pression à Sophie. Et en fait, déjà, ce qui était particulier, c'était qu'on était dans une journée consacrée au revenu universel et que Sophie a défendu quelque chose de proche, mais pas vraiment le revenu universel tel qu'on l'entend. Donc, ça sera peut-être intéressant qu'on y revienne un tout petit peu dans la soirée, mais ce n'est pas le thème, puisque l'idée, c'est de parler de transition. Donc, quand j'ai proposé à Sophie d'intervenir, alors, elle va se présenter elle-même, donc je ne vais pas insister, mais voilà, tu viens plutôt du domaine de la transition écologique et voilà, tu as un passé de philosophe et d'économiste. Et en fait, petit à petit, et c'est pour ça que tu as souhaité parler aussi de transition intérieure, je pense que cette dimension-là t'a atteinte quelque part, où tu t'es posé un certain nombre de questions. Et aujourd'hui, voilà, la question de la transition est beaucoup plus large pour toi, je crois, que uniquement la transition écologique ou la transition énergétique dont on parle. Donc sur ce, eh bien, je vais te passer la parole et puis tu vas peut-être nous préciser aussi voilà, tout ce que tu fais parce que tu fais énormément de choses. Donc voilà, je me tais et puis à tout à l'heure dans 40 minutes et si jamais il y a besoin, j'interviendrai. Voilà. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup Marc pour cette présentation et pour l'invitation. Je trouve ça magnifique, ce site d'émergence et cette pensée que tu crées. Je crois qu'on en a besoin. On a besoin aussi d'entendre des choses positives et qui nourrissent aussi notre créativité.
Donc voilà, donc ce soir, je voulais vous parler effectivement, si ça vous va, 30-40 minutes. J'aimerais pas dépasser. Si je fais plus court, bah, tant mieux, on aura plus de temps pour l'échange. Je vais essayer de pas me laisser trop emporter par un enthousiasme qui peut être débordant quelquefois, mais le temps ne l'est pas. C'est toute la thématique, hein, des limites et des ressources limitées. Et du coup, parmi ce que je fais, alors je ne sais pas si je dois me présenter, mais je suis, alors en France, on pourrait dire oui, maître de conférence à l'Université de Lausanne en tout ce qui touche aux thématiques d'économie sociale et solidaire. Donc, j'ai été formée au social, hein, en sciences sociales, philosophie, économie. Et depuis 4 ans, je m'intéresse à la transition écologique. Donc, j'ai une mise à niveau en récupérant des cours de certains collègues, dont mon collègue Dominique Bourg, sur tout ce qui est ressources naturelles. Je vous en dirai quand même un mot. Et j'ai également créé une fondation il y a 3 ans face au stress que générait en moi cet effondrement du et des vivants. Donc, une fondation qui s'appelle Zoen et qui veut dire vivre, parce qu'on a quand même besoin de lumière aussi et d'espoir, et ça m'a nourri, ça m'a fait du bien en termes d'action. Et puis, je dirais qu'enfin, je participe avec d'autres collègues à un laboratoire transition intérieure avec Michel Maximéger. Je ne sais pas si certains d'entre vous, certaines le connaissent, qui s'intéresse et qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur l'éco-spiritualité, éco-psychologie, et qui est spécialisé aussi dans les TQR, les travaux Kirli. Peut-être que j'en dirai aussi un mot tout à l'heure. Et voilà, donc qui participe aussi. Mais c'est vrai que je n'ai jamais fait le lien. Et je te remercie, Marc, parce que ce soir, je vais pouvoir le faire aussi entre les deux. C'était ou l'un ou l'autre, mais c'est vrai que c'est pas évident de mettre toujours les deux en mouvement. Et donc, le titre de la conférence, hein, ce soir, c'était de la transition écologique à la transition intérieure. Et j'aurais envie de rajouter 3 points de suspension et de marquer ou l'inverse. Parce que peut-être bien que en fait, on prend peut-être le problème à l'envers. Donc, c'est un cercle peut-être vertueux. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous. Donc, je dis le mot conférence, mais ça reste quand même un échange. Et c'est plus pour moi, ce soir, un échange sur une construction que je suis aussi en train de faire, d'expérimenter intérieurement et puis dans les travaux. Et donc, je vous pose un peu ces briques, voilà, d'encastrement pour voir comment ça se met en œuvre. Alors, du coup, dans les questions que j'avais proposées à Marc, c'était donc que signifient là, ou plutôt les transitions, quel lien entre transition écologique et transition intérieure, comment est-ce qu'on peut faire pour que la pandémie qui nous touche aujourd'hui, que nous traversons de manière plus ou moins difficile selon les personnes, effectivement, mais soit ou puisse être perçue comme une opportunité justement de renaissance multiniveau. Et voilà, donc pour essayer de faire ça et de le développer, j'aimerais le faire en 4 points, si cela vous va. Peut-être premièrement de revenir rapidement sur le terme de transition, qui est le titre du blog dans lequel j'écris aussi l'ère de la transition, mais j'aurais peut-être dû expliquer ce que j'entends par transition, donc voir un peu pourquoi ce terme peut être aussi quelquefois controversé. Donc sur le terme de transition. Ensuite, j'aurais aimé revenir rapidement sur l'état des lieux, ou pas rapidement, mais en tout cas suffisamment précise sur l'état des lieux du système Terre, qu'on comprenne ce qui est en jeu. Et comprendre ensuite, je dirais, 3e point, l'aspect multiniveau de cette transition que nous traversons, les transitions. Donc, pourquoi je ne parlerai plus que de 2 transitions singulières, mais transitions plurielles, avec différents échelons. Et puis enfin, arriver à ce qui m'intéresse particulièrement aussi en ce moment, c'est cette transition intérieure, transition intériorité, puis j'oserais même le mot spiritualité. Voilà, donc premier point sur le terme controversé, donc le terme de transition. Donc le mot transition au niveau étymologique, il signifie donc transiter, c'est aller vers un au-delà. Et donc ce terme marque le passage d'un état à un autre. Transiter, c'est d'aller donc d'un état à un autre avec un passage qui peut être plus ou moins brutal, plus ou moins graduel. Et c'est aussi important de relever que l'état, quand on parle d'état de transition, passer d'un état à un autre, cet état peut être de différentes natures. Marc a parlé tout à l'heure de transition énergétique. On entend parler aussi de transition numérique, de transition technologique, de transition liée aussi à la politique, de transition sociétale et de transition liée aussi à sa propre intériorité, transition intérieure.
Et donc, il est évident que selon l'état duquel on part, selon le niveau de temporalité et d'intensité du champ auquel on va appliquer cette transition, eh ben, les résultats escomptés et les processus de mise en œuvre ne vont pas être les mêmes. Concrètement, ça ne va pas signifier la même chose. Alors, chez des collègues d'écologie intégrale, on pourrait dire qu'ils sont dans une approche de transition radicale, en expliquant, et on le verra aussi tout à l'heure, pourquoi il importe non pas simplement de transiter, mais de basculer. Le mot transition n'a pas toujours très bonne presse et il est même estimé comme insuffisant. Et certains vont même jusqu'à l'assimiler. Alors, attention, c'est l'insulte suprême au développement durable. Alors, pourquoi le développement durable est une insulte suprême dans ce milieu d'écologie intégrale, enfin, en tout cas chez les collègues, c'est que le développement durable, même s'il n'est pas toujours employé de la même manière, mais en tout cas tel qu'il était employé dans les années 90, et à son apogée, on pourrait dire, était donc un mécanisme qui prônait en fait qu'on pouvait continuer à maintenir un niveau de croissance élevé, mais sans porter atteinte à la destruction des écosystèmes. Donc, on croyait qu'on pourrait avoir les 3 piliers, social, environnemental et économique, et qu'on pourrait tout à fait continuer à avoir plein de croissance, à créer des richesses, mais sans impacter sur l'environnement, et tout en permettant aussi de résorber les problèmes de pauvreté et d'inégalité. Or, on sait aujourd'hui que c'est un échec radical. Alors, bien sûr, la croissance a pu permettre de sortir beaucoup de personnes de la pauvreté, mais aujourd'hui, je dirais qu'en 2020, pourquoi on parle d'échec radical, c'est que jamais les ressources n'ont été aussi impactées. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais impactées quand même à titre pas simplement de métaux ou du fossile. Ce qu'on entend souvent parler dans la presse, c'est dire qu'il faut sortir du fossile, du pétrole, du charbon, du gaz, ces énergies fossiles dont nos ressources dépendent à 80%. Mais je dirais aussi, il y a les métaux, vous savez, tout ce qui est le cuivre dont on a besoin pour isoler tous nos appareils électriques. Et également, en termes de minéraux, le sable. Pour vous donner une idée de comment est-ce qu'on impacte nos ressources, c'est qu'aujourd'hui, le sable, moi, quand j'étais petite, le sable, j'ai grandi dans le sud de la France. Si on m'avait dit un jour que le sable deviendrait une ressource rare, je n'aurais pas cru. Et jusqu'à peu de temps. Et aujourd'hui, une ressource comme le sable devient une ressource rare. Pourquoi ? Parce qu'on en met partout. On en met dans la construction, mais on en met aussi dans le textile, vous savez, dans les jeans, pour avoir un effet délavé. On en met dans nos ordinateurs, dans nos télévisions, on en met dans du verre, on en met dans des panneaux solaires, dans des installations sportives, on en met dans des fonderies, même dans des litières de zoo pour les animaux, dans des systèmes de freinage. Donc, vous voyez, cette abondance, on tire sur une ressource tellement forte pour surproduire de partout qu'elle vient disparaître. Et du coup, ça crée, alors je pense aussi tout ce qui est aussi sur certaines plages, en Tunisie, ailleurs, il y a tout un trafic de sable, de vente de sable, et donc ça tire aussi sur la ressource, ça crée de l'érosion sur les côtes, et c'est une catastrophe. Tout ça pourquoi ? Au final, pour verrer que c'est lié, pour quand même produire toujours plus. Et puis parallèlement, puisque le développement durable visait à assimiler, pas simplement à réduire l'impact sur le système Terre, sur les ressources naturelles, mais également à réduire les inégalités. Quand je parle d'échec radical, donc parallèlement sur le deuxième volet, en termes d'inégalités, les inégalités sociales n'ont jamais été aussi élevées. Et donc aujourd'hui, au point que 10% des plus riches impactent sur 50% de nos ressources. Et la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que les plus précaires, les 10% les plus pauvres de la planète, non seulement, les 50% des personnes, y compris des plus précaires, n'impactent que sur 10% de nos ressources. Donc, vous voyez la disproportion et l'asymétrie totale qui peut exister entre des inégalités qui vont croissantes et des écarts entre pays, entre richesses. Si on prend, par exemple, le Qatar et le Mali, des écarts de richesses qui vont jusqu'à 40 fois des écarts de PIB. Et donc, et puis ce sont encore plus les pays du Sud, que l'on pense aussi aux pays du Sud, donc je pense aussi à l'Afrique, je pense aussi aux Philippines, je pense à plein de pays qui participent le moins au réchauffement climatique et qui vont subir le plus d'effets. Alors, c'est quoi ces effets ? Ça veut dire bien sûr plus de catastrophes naturelles, des catastrophes naturelles, des sécheresses, des pandémies, mais ça veut dire aussi directement la famine. Et donc, le Covid dans les pays du Sud, ce qui tue aussi
aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a aussi besoin de transition. C'est pas simplement, c'est pas juste le Covid-19 qui en soi, bon, bah, c'est une catastrophe, très bien, mais qui n'est pas forcément perçu comme tel dans le Sud, parce que ce qui les tue directement, c'est la faim. Et là, je vous renvoie d'ailleurs au dernier blog que j'ai fait sur Marianne Sébastien, donc qui est une femme fabuleuse qui travaille beaucoup aussi au Sud et qui a créé une association qui s'appelle Voix Libre et qui a contribué à aider depuis qu'elle a créé cette association il y a 25 ans, au moins plus de 2 millions de personnes, dont des enfants et des femmes principalement. Voilà, donc juste cette parenthèse pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est Marianne m'a redonné ce chiffre et ça me trotte dans la tête, là, je n'arrive pas à sortir ce chiffre de la tête, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, ce sont 30 000 enfants qui meurent chaque jour. 30 000 enfants qui meurent chaque jour. Vous voyez, on va y revenir sur ces chiffres, mais ça peut sonner comme un chiffre comme un autre. Mais voilà, j'ai envie de dire, dans ce contexte, quel sens est-ce qu'on peut donner au mot transition pour un peu nuancer? Est-ce que là, ça vaut le coup de parler de transition? Est-ce que c'est un terme qui est peut-être suranné, qui est peut-être déjà un peu trop vieilli, qui n'est pas adapté au contexte? Ou alors, selon l'échelle à laquelle on l'emploie, peut-être qu'au contraire, il est peut-être trop ambitieux. Et donc, je dirais qu'en fait, tout dépend, encore une fois, du contexte dans lequel on emploie le terme, à quel état de changement il se réfère, si on parle que d'énergie ou si on parle d'autre chose, et puis avec quelle force, quelle intensité temporelle il va s'appliquer. Aujourd'hui, on voit que la transition, souvent on nous dit, mais regardez ce que ça donne, vous les décroissants, on a basculé complètement et regardez, c'est une catastrophe. Non, la récession n'est pas la décroissance. Donc, on voit que si on passe trop rapidement d'un état à un autre, ça peut créer un problème. Quand on passe du chaud au froid en un jour, on devient malade. Donc, encore une fois, c'est une question de gradation et d'accompagnement. Mais donc, pour apprécier, du coup, je dirais ces degrés, et ces champs de transition que je développerai dans un troisième point pour montrer que c'est des transitions, en fait, peut-être pas qu'une seule transition, mais qu'il y a plusieurs fois et qu'elles sont multiniveaux. Je pense qu'il est quand même fondamental de comprendre les enjeux actuels de la planète, que ce sont nos propres actions humaines qui ont impacté. Donc, ce que je vous propose maintenant, s'il n'y a pas de questions, on peut faire des questions par point aussi, Marc, si tu penses que c'est important, sinon je déroule. Mais s'il y a quelque chose de pas clair dans ce que je dis, j'ai des formations d'enseignante oblige, arrêtez-moi ou levez la main. Ou voilà, si quelque chose que je dis vous heurte ou n'est pas clair, que ça ne vous bloque pas pour la tentative d'argumentation et de construction de la suite, surtout. Pour l'instant, ça va, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de question. Ok, alors je continue. Alors du coup, le deuxième point, voilà, sur un petit état des lieux du système Terre, ce qu'il faut dire, et puis je viendrai vers des perspectives plus réjouissantes, mais on va quand même partir de ce qui n'est pas très réjouissant. Et ce qui n'est pas très réjouissant, c'est le monde que nous décrivent les scientifiques, c'est-à-dire le monde tel qu'il est, tel que nous l'avons dessiné, tel qu'il est en train de se construire. Et donc, on entend souvent parler des 9 limites planétaires. Oui, alors je vois une question sur l'écologie intégrale. Oui, écologie intégrale, c'était aussi une référence au livre de Delphine Balto et préfacé par Dominique Bourg, donc mon collègue aussi, sur cette idée que l'écologie doit absolument justement s'intégrer dans les limites planétaires. Donc, ce n'est pas simplement du développement durable, mais c'est une forme d'écologie un peu plus radicale, qui serait de dire et de poser quelles devraient être les bases justement pour ne pas aggraver ce dont je vais vous parler, c'est-à-dire ces limites planétaires. Alors du coup, voilà, donc tout à fait. Donc l'écologie intégrale, c'est pas juste la pollution, parce que souvent ce qu'on nous fait croire à l'heure actuelle, c'est que les problèmes du réchauffement climatique, on entend parler tous les jours, je passerai assez rapidement là-dessus, mais que le réchauffement climatique est un problème en plus de pollution. L'écologie intégrale, c'est dire non, c'est pas juste la pollution, on va pas juste en roulant en voiture électrique régler le problème. C'est un problème qui va bien au-delà, qui prend aussi en compte la biodiversité, qui prend en compte les sols, qui prend en compte la destruction des forêts, qui prend en compte la biodiversité. Donc écologie intégrale, ça veut dire prendre l'intégralité du système Terre, des ressources naturelles, des limites planétaires, et pas de se focaliser sur juste une, interprétée en plus par rapport aux technologies, je dirais, uniquement technologie, puisque le développement durable pensait que la technologie seule allait suffire et qu'on n'aurait pas à repenser nous en tant qu'humains, parce qu'il faut aussi notre dimension, nos modes de vie, notre philosophie, etc. On pourrait continuer comme avant sans rien changer.
Alors, écologie intégrale, alors moi, je travaille plutôt effectivement dans le problème dans les humanités environnementales, justement, qui prennent en compte comment, dans la même lignée que du 19e, sur la question sociale, comment est-ce qu'on intègre aussi la question écologique aux questions sociales. Donc, je pars, moi, de l'idée de l'alliance du social et de l'écologie. Donc, je ne sais pas si je fais attention au blog ou j'ai une déformation telle que normalement, je prends les questions, j'y réponds dedans et j'arrête le déroulé. Donc, oui, effectivement, le développement durable, tout à fait, c'est-à-dire qu'il a été intégré à un système économique qui était toujours plus de croissance. Et du coup, je dirais qu'on pourrait parler de développement durable 2.0 ou d'une autre version qui serait de dire partons du système économique tel qu'il devrait être pour ensuite poser l'alliance du social et de l'écologie. Voilà, on pourrait en gros le résumer comme ça. Alors pour l'heure, il y a tout un collectif d'auteurs qui ont publié sous Stephen, d'abord c'était en 2014 puis 2015 et qui est censé être actualisé, Rockstrom et Hall, Stephen, enfin tout un ensemble de chercheurs qui ont publié dans Nature, la revue Nature, toute une série d'explications sur les limites que comporte le système Terre. Et donc, ils ont édifié, alors je vais juste vous les lister rapidement, mais 9 limites. Donc, la première, effectivement, c'est le changement climatique. Et si on dépasse les limites, j'y reviendrai, mais on sait que ça perturbe complètement notre système Terre. Donc, effectivement, il y a le réchauffement climatique, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas simplement ça. C'est également l'intégrité de la biosphère, qui comprend elle-même 2 sous-parties dans les limites, dont le taux d'érosion de la biodiversité et l'intégrité des écosystèmes. Troisième limite, c'est donc l'interférence de nos activités avec 2 types de cycles, c'est l'azote et le phosphore. On en parle beaucoup, c'est dans tout ce qui est d'engrais, les pesticides, dans tout cet usage des sols. Il y a quatrième limite, c'est l'azote, c'est la couche d'ozone. Vous vous rappelez ce débat qu'il y a eu sur les déodorants et sur aussi le fait que nos émissions pouvaient aussi participer à la destruction de l'ozone aussi stratosphérique. Cinquième limite, c'est l'acidification des océans. Extrêmement important, les océans, pour stocker le carbone. On en a énormément besoin parce qu'ils contribuent aussi à stocker. Et puis, en s'acidifiant, en se réchauffant, ils s'acidifient. Et puis, il faut moins cette fonction de concentrer le carbone. Sixième limite, elle concerne l'eau douce, sur l'usage de l'eau douce, très utilisée notamment dans le textile, dans l'agriculture intensive également. L'usage des sols, qui est la 7e limite. 8e limite, c'est tout ce qui relève de la pollution chimique, on va dire, en le résumant aussi, donc qualité et quantité de la pollution chimique. Et puis enfin, la 9e limite, c'est tout ce qui relève des aérosols atmosphériques. Alors, en résumé, ce que je vais dire, c'est que sur les 4 limites qui ont déjà été franchies, alors il y a le changement climatique, dont on parle souvent, mais on parle que de ça, quelquefois, donc le changement climatique, qui est que si on continue avec notre croissance hyper intensive, d'aller chercher du sable, d'aller chercher du cuivre, d'aller chercher des métaux, d'aller chercher toujours plus bas de nouveaux gisements de gaz naturel, de pétrole avec du gaz du schiste qui contribue aussi, alors pour le gaz non conventionnel et le pétrole non conventionnel, on fait de plus en plus de technologies pour aller creuser toujours plus bas, pour aller trouver des ressources à 10 km sous la croûte terrestre. Et bien, tout ça, ça a un coût. Ça a un coût en technologie, ça a un coût en pollution, ça réchauffe. Je pense aussi à tout ce qui est le pétrole non conventionnel, vous savez, et puis à tout ce qui est gaz de schiste. Pétrole non conventionnel, on doit aussi brûler. Alors je vous invite à aller voir des photos, c'est absolument déprimant, de sable, tout ce qui est sable bitumineux au Canada, où on voit qu'on doit absolument brûler la terre. Je parle bien de la terre, en mettant comme du dissolvant des ongles, on en met sur la terre, on fait bouillir, on brûle, on fait remonter des petites bulles dans lesquelles on va ensuite mettre des appareils pour libérer. Vous voyez la technique qu'il faut. Donc, on est très, très doué pour trouver ce genre de technique, mais c'est au détriment de paysages dont on sait ensuite que les terres ne seront plus utilisées pendant des centaines d'années. C'est un massacre, pas simplement au niveau esthétique, mais au niveau de toute vie. Vous allez voir des photos sur les sables bitumineux, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Donc, voilà, vous allez comprendre le lien que je fais gentiment, ce n'est pas pour le critiquer qu'en soi, c'est qu'on peut se demander où tout ça nous conduit. Est-ce qu'on est forcément plus heureux de faire ça? Vous me voyez arriver derrière sur les côtés aussi de vraies questions qu'on peut se poser, mais en mettant des questions aussi assez concrètes. Donc, du coup, le changement climatique est dépassé. Et pourquoi il ne faut pas qu'on dépasse de degrés? Pareil, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce seuil? On s'en fout. Mais non, on ne s'en fout pas. Parce que le réchauffement climatique, il est lié au vivant.
c'est pour notre vie, nous, en tant qu'être humain, même si on est égoïste et qu'on veut penser qu'à nous, faisons-le jusqu'au bout. Et il faut être clair que si on dépasse les 2 degrés, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais, dans l'histoire du vivant, même si on vous dit, on l'a entendu, Sarkozy l'a même dit, oui, mais ne gonflez pas, il y a toujours eu un moment, des époques de réchauffement avec des périodes interglaciaires et non glaciaires. Oui, mais ce qui est un problème aujourd'hui, c'est la rapidité à laquelle ça arrive. Et au-delà de 2 degrés, on ne sait pas comment le système Terre va réagir. On ne sait pas comment le vivant va s'adapter. Et donc, c'est un peu une catastrophe. Alors, le réchauffement climatique, il ne faut pas aller au-delà de 2 degrés. Et malheureusement, on y arrive d'ici 20 ans. Donc, au moins, pas dépasser trop les 2 degrés. Deuxième limite franchie, c'est la biodiversité. Alors, pour vous donner juste une indication, le taux de fixation des espèces. En gros, les espèces disparaissent à un rythme, il faut toujours faire attention, mais en gros, c'est 10 espèces par an sur 1 million d'années. Vous savez à combien on est aujourd'hui? On est à 1000 fois supérieur, minimum. Donc, c'est la vitesse à laquelle les espèces disparaissent. Parce qu'on bousille leur écosystème, petit clin d'œil à la chauve-souris, parce que quand on les détruit, c'est pas que ça lui fasse forcément plaisir, mais forcément, elle se rapproche de nous, et en se rapprochant de nous, elle nous transmet aussi des cochonneries. Donc, voilà, là, on a une limite au niveau de la biodiversité, on a une limite au niveau des perturbations des cycles biochimiques, ça c'est l'agriculture intensive également, et l'usage aussi d'engrais, de déjection issus de l'élevage, donc ça c'est pas terrible non plus, et puis modification de l'usage des sols avec une catastrophe, donc limite franchie, avec tout ce qui se passe en termes de déforestation à l'heure actuelle. Je pense à l'Amazonie. Qui eût cru, ça je vous assure pour les scientifiques c'est aberrant, qui eût cru qu'il y aurait de la sécheresse en Amazonie? Et qui on élit pour nous défendre? Bon, pour défendre l'Amazonie, ce n'est pas terrible. Donc, on va voir le lien, c'est pour ça que je vous dis multiniveau. Ça, ce sont les données des scientifiques. Et derrière, quand on a un président comme Bolsonaro qui nie le réchauffement climatique, c'est compliqué le dialogue, c'est compliqué de s'accorder. Donc ça, c'est au niveau des 4 limites qui sont déjà franchies. Alors attention, je vais peut-être vous faire une précision sur les limites planétaires. Quand on parle de limites planétaires, on a tendance à considérer que c'est comme les limites quand on conduit. Et en gros, sur l'autoroute, de se dire on peut aller jusqu'à 130, ça va, je suis à 80 et je peux aller plus haut. Non, les limites planétaires, ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre d'en péter 5 autres. Ça veut dire, et d'ailleurs, les scientifiques qui ont participé à l'élaboration se sont dit qu'ils auraient peut-être dû choisir un autre mot si ça avait été à vocation pour les politiques. Ça veut dire que non, il ne faut surtout plus les franchir. Au-delà de ce seuil, ça va être une catastrophe. Et du coup, il y a 3 qui n'ont pas encore été franchies. C'est celles qui touchent donc l'ozone, l'utilisation d'eau douce et l'acidification des océans, qui, je vous l'ai dit, si elle est dépassée, crée un problème de carbone et crée aussi un problème de toutes ces bancs de coraux, le corail, qui est pété et qui permet d'être donc moins résilient en cas d'autres catastrophes naturelles. Et puis, il y a 2 autres limites dont on ne sait pas, juste c'est des grosses inconnues. Les scientifiques ne savent pas réagir, ils ne savent pas. C'est tout ce qui concerne la concentration des aérosols atmosphériques. Et autre limite, c'est tout ce qui est antiténivelle. Vous savez, c'est se dire, il y a peut-être des cochonneries dans l'air, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça va se... Alors, en gros, j'arrêterai là, mais en français, pour résumer sur ces limites planétaires, donc pour vous montrer que ce n'est pas n'importe quoi, que c'est ancré, qu'il y a des travaux dessus, quand on parle du GIEC, de l'IPBES. Donc, en gros, on risque de s'en prendre plein la figure. Voilà, on va résumer. Et ça, on le sait. C'est-à-dire qu'on le sait avec certitude et donc on ne peut pas toucher le climat sans toucher au vivant. Donc, parler juste de réchauffement climatique sans prendre en compte les problèmes de biodiversité, c'est ne pas comprendre le fond du problème. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est d'arrêter de détruire ces écosystèmes et d'avoir bien, si vous voulez, en tête qu'aujourd'hui, la disparition par espèce de 10 000 fois ce qui s'est fait auparavant pendant des millions d'années, c'est complètement aberrant. L'accélération d'un taux d'érosion des insectes, bientôt il n'y aura plus des insectes. Et on sait que les insectes, même les petits vers de terre, vous dites, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des vers de terre? Eh bien, on a besoin des vers de terre. Parce que les vers de terre, naturellement, ils aèrent le sol. On est dans une permaculture généralisée où chaque être vivant a sa place. Et ça, à défaut de le ressentir, on peut au moins le comprendre. Et donc, les scientifiques nous disent, faites attention, vous êtes en train de tout bousiller. Et voilà, le problème, c'est qu'aucun biologiste ne sait ce que ça va donner, mais nos savoirs sont limités, mais on en sait suffisamment pour savoir que ça va nous tomber dessus, et donc que l'impensable arrive et qu'il faut absolument en sortir. Et puis, dernier exemple, je vous dirais, c'est sur les produits chimiques.
On pense qu'on peut juste polluer les sols, que ça ne reviendra pas, mais on oublie que les eaux, elles communiquent entre elles, les eaux souterraines, et qu'on les retrouve dans les rivières. Et que quand on va pêcher gentiment, peut-être que le poisson, il est infecté. Et que donc nous, petits bipèdes qui marchons, qui mangeons et qui sommes peut-être au sommet de la pyramide, comme on le croit, mais on est quand même dans cet écosystème. Et que tout notre corps, on l'a vu, il y a des études sur les nourrissons, sur le placenta des femmes enceintes, on est pollué chimiquement, on est complètement… Donc tout ça… pour vous dire que qu'est-ce que du coup le franchissement de ces limites associé à des indicateurs de biodiversité, associé également surtout, je dirais aussi à des indicateurs sociaux en termes de morts. On revient sur ces 30 000 enfants morts, en plus chaque jour, parce qu'on voit que ce n'est pas non plus résolu. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau de ce terme, de cette transition ? Et là, on est dans une approche d'écologie intégrale. Vous voyez, l'approche d'écologie intégrale, pour répondre aux questions, effectivement, elle prend compte toutes ces limites. Voilà, toutes ces limites un peu généralisées. Alors, du coup, je vois une question que je ne peux pas m'empêcher de regarder, de répondre. Alors, je vais vous le déprimer. Oui et non. C'est-à-dire que quand on limite notre consommation d'eau douce, j'ai envie de vous dire, on peut prendre des bains jusqu'à demain. Bon, ça ne va pas forcément changer la donne, mais c'est encore comme les colibris. C'est-à-dire, bien sûr, ce qui change le plus, c'est… avec un impact, bien sûr, de l'industrie textile, pour ces grosses industries-là qui ont le plus d'impact, bien évidemment. Mais en même temps, s'il n'y a pas une perception qu'individuellement, et une acceptabilité du fait de réduire, c'est d'une question de bon sens, on ne va pas y arriver non plus. Donc, je dirais bien sûr que ça ne va peut-être pas avoir un effet immédiat. Alors, moi qui parle depuis Genève, je dirais que les émissions, la Suisse, qui a souvent l'impression d'être le bon élève, de tout faire bien, etc., mais qui ne calcule pas forcément son empreinte ailleurs et dans ses importations, les émissions carbone de la Suisse, vous savez combien c'est à l'émission mondiale c'est 1/1000 des émissions de carbone. Le plus gros, ça sera la Chine, l'Inde, les États-Unis. Donc, si bien sûr, il n'y a pas une gouvernance généralisée, nos propres actions individuelles et même à l'échelle d'un pays sont moindres. Mais on a besoin pour ça de se reconnecter. C'est pour ça qu'on a besoin de transition intérieure. Je fais un raccourci radical, mais je pense qu'on a besoin de cette prise de conscience. Donc, je dirais oui et non. Non, ça ne se verra pas, mais en même temps, ça participe d'une action qui peut fédérer, même si je dis toujours, mais ce n'est pas la peine non plus de culpabiliser et de s'auto-flageller en disant c'est pas bien. Il ne faut pas porter chacun soi le poids de quelque chose qui peut être porté par les politiques. Donc, troisième point, parce que où j'aimerais arriver, c'est du coup que le fait, et je pourrais aller aussi rapidement là-dessus, c'est que les transitions sont plurielles. Vous voyez bien que ce n'est pas juste une transition énergétique. Il ne va pas juste falloir tout passer aux panneaux solaires, parce que pour l'instant, on n'aurait pas les technologies de le faire, les technologies pour stocker encore cette énergie. Donc, on sait qu'il faut maintenant, le problème des énergies renouvelables, c'est qu'on ne sait que les accumuler, on ne sait pas les substituer. Donc, on continue, on a les énergies renouvelables, on a les panneaux solaires, mais tout ça, ça s'additionne. On garde quand même le pétrole, on garde le gaz de schiste, on garde le non conventionnel. Ce qu'il faudra arriver à faire, c'est substituer, se débarrasser de certaines énergies pour n'en garder plus que d'autres. Et donc, voilà, là où je voulais en arriver dans ce troisième point, c'est que du coup, on voit bien que ce que nous invite à voir l'état des lieux du planétaire, en lien avec les différents états dont on parlait dans le premier point, c'est que c'est l'ensemble de nos modes de production et de consommation qu'on doit revoir. Vous voyez, ce n'est pas juste de penser qu'une technologie va nous sortir de là et absorber le carbone dans l'air. Même si on absorbait tout le CO2 et on n'y arriverait pas, les émissions de CO2 qu'on vit actuellement sont celles d'il y a 40 ans. Il y a un décalage entre une action A qu'on fait maintenant et les conséquences de cette action dans le temps. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre. On touche au système Terre, en fait. Et du coup, la question que je vous pose, et qui se pose encore plus avec le Covid, puisqu'on a manqué de masques, on a manqué de gel, on a failli manquer de nourriture, évidemment complètement, je ne parle même pas au sud, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de relocaliser nos économies, on parle de relocalisation, avec une valorisation des métiers du low-tech, c'est-à-dire de faire peut-être moins sable dans les constructions, avec une valorisation de l'agroécologie, de la permaculture, de l'urbanisme, du textile, on parle aussi de texture durable, de la distribution, comment on peut assurer, ce n'est pas juste de produire, c'est d'assurer des réseaux de distribution, mais qui s'inscrivent déjà d'emblée dans les limites planétaires. Alors oui, moi je pense qu'il faudrait vraiment l'envisager et de fait, ne pas se concentrer sur un secteur de transition, mais une transition multiniveau, c'est-à-dire dans l'énergie, on parle des marques, dans le transport, dans l'économie, dans l'agriculture, afin de rentrer dans ce cercle qui a été très bien matérialisé. Je ne sais pas si vous connaissez les donuts.
Vous en mangez peut-être. C'est la théorie des donuts de Kate Raworth. J'ai massacré son nom, mais allez voir sur Internet, théorie des donuts, Kate, machin truc, économiste, elle est super. Elle a fait plein d'explications et de conférences là-dessus où elle explique comment il faudrait que notre modèle économique rentre dans ce donut, en fait, qui incarne à lui-même l'interprétation qu'elle donne économiquement, la traduction en économique, ces limites planétaires dont je vous ai parlé. Elle dit, il ne faut pas faire plus que. Voilà. Et donc, cette transition, elle a déjà été… Vous me direz, mais ça existe, ça. Oui, vous avez raison, ça a été fait. Rob Hopkins, le film Demain, qui a eu un succès fou. Donc, c'est Rob Hopkins, tout ce qui est les villes en transition, bien sûr que ça a été fait, les villages en transition, les villes en transition. Mais la limite, c'est que tous ces villes en transition ont besoin quand même d'un changement et d'un portage, je dirais, politique. Et d'un modèle économique. Si c'est juste une volonté de citoyens qui vont faire des associations pour faire le tri, ça ne suffit pas. C'est-à-dire ce qu'il faut en plus, d'où la transition multiniveau, c'est une transition aussi économique, mais une transition politique. C'est-à-dire que et inversement, sans les actrices et les acteurs de la transition, les politiques ne vont rien faire. Ils ne peuvent pas juste faire quelque chose de top-down. Ça ne va jamais s'imposer. On voit les limites de notre système aujourd'hui. D'où les questions autour de cette chambre, de cette troisième chambre, de cette sixième république, pourquoi pas de ces conventions citoyennes qui sont mises là et qu'on a peut-être moins cette tradition démocratique en France que ce qu'on a en Suisse. Mais c'est comment, justement, est-ce qu'on peut activer des leviers politiques pour qu'eux soutiennent aussi économiquement et massivement parlant celles et ceux qui font déjà le monde de demain, mais qui sont aujourd'hui. Et ces acteurs-là, je pense à tous les maraîchers, mais pas simplement, les gens qui se lancent dans le conseil en durabilité, les gens qui font des sites internet, qui créent des réseaux, des conférences, les artistes, les écrivains, les journalistes environnementalistes, enfin, tous ces métiers de la transition, notamment de la production, ils ont besoin de soutien, de reconnaissance. Souvent, on ne les reconnaît pas à leur juste valeur, jardinage en forêt, etc. Mais en plus de ça, ils ont besoin, bien sûr, de soutien financier, tout à fait, pour dire, moi, je veux bien transiter, mais dans ces cas-là, il faut un revenu monétaire, bien sûr, mais ils n'ont pas besoin que de ça. Ils ont aussi besoin de formation, ils ont besoin d'accompagnement. Et puis, ils ont besoin de se sentir en réseau, de ne pas se sentir seuls, isolés. Mais ils ont besoin de sentir qu'ils participent avec d'autres à une aventure qui n'est pas juste individuelle, mais qui est un projet collectif, qui est un projet citoyen. Un projet citoyen qui vise à rendre résilient, c'est un mot qui est important, résilient, on va y revenir, résilient un territoire, résilient une commune, une ville, un département. Qui a envie de devoir arrêter de boire son vin? Alors, une pensée pour les Bordelais, peut-être. Peut-être qu'ils se mettent aussi au bio que certains, mais c'est ça que ça impacte, parce qu'une augmentation du niveau des mers de plus de 2 mètres, voilà ce que ça voudra dire. Ça veut dire qu'il y a des villes qui risquent de disparaître. Ça veut dire que le sud de la France, dont je suis originaire, va redevenir un désert. Voilà, c'est ça que ça veut dire d'ici la fin du siècle et après. Et personne n'en a envie. Donc, ce qui fédère ces différentes actrices et acteurs sur un territoire, c'est la volonté d'être résilient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire résilient? Ça veut dire qu'en cas de prenons une pandémie, parce qu'on est en plein dedans. Très à la mode aussi, tout ce qui est la collapsologie. Avec tous mes collègues, Pablo Servigne, Gauthier Chabel, on fait des très bons bouquins là-dessus pour dire en cas d'effondrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de crise, en cas d'effondrement, on a eu un effondrement du secteur financier, là on vit un effondrement sanitaire, on a besoin d'avoir des réseaux de personnes organisées qui vont pouvoir assurer la production. Production de quoi? Des biens nécessaires à la vie. Donc à commencer par nous nourrir, nous vêtir. Voilà, éviter que nous soyons confinés. Alors, on n'est pas dans des mines en Bolivie, hein, je vous l'accorde complètement, on a de la chance, on peut encore se déplacer, aller se nourrir, mais ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on doit absolument pouvoir s'assurer que dans tous les métiers de l'alimentation, de la production, de la distribution, on puisse avoir des chaînes de circuits courts, mais des chaînes qui valorisent et qui remettent au goût du jour ces emplois de la transition dont on en attend des millions. L'OIT en annonce des millions, on a du mal à les voir émerger. Et bien sûr qu'on a du mal à les voir émerger parce qu'ils ont besoin d'appui, ces acteurs. On a besoin, qu'on le veuille ou non, et c'était du coup effectivement là ma critique d'un revenu de base inconditionnel, là-dedans je dirais, c'est que au contraire, c'est dans ce contexte-là, si on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre la mesure, que je proposais non pas juste un revenu monétaire inconditionnel versé à tout le monde, mais un revenu qui n'est pas juste un revenu de transition écologique, peu importe comment on l'apporte, mais ce n'est pas un revenu monétaire individualisé indexé sur la croissance, mais c'est un outil pour les politiques publiques afin d'accélérer, tu as parlé d'accélérateur, c'est exactement ça, pour essayer d'accélérer la transition sur les territoires. Donc créer des nouvelles économiques à travers des coopératives de transition pour rendre les territoires, les personnes beaucoup plus résilientes.
Voilà, donc si vous voulez, je dirais que sans cet instrument, le RTE, donc je ne vais pas développer plus que ça, parce que j'aimerais arriver à mon 4e point maintenant, c'est cette idée que ce RTE, ce n'est pas une solution miracle, je dis toujours, je dis à chaque conférence, non, et peu importe comment il s'appelle, le tout c'est qu'il fasse levier pour la transition, il est combinable avec d'autres, dont des taxes et TVA circulaire bien sûr, mais on n'en a pas compris, si vous voulez, sans la perception que le modèle économique que nous vivons à l'heure actuelle, il est injuste. Il est injuste pour les précaires, il est injuste pour la Terre, et puis pour les autres espèces vivantes qu'on détruit. Donc c'est nous, humains, qui bousillons les autres aussi quand même, et dont on cause la disparition chaque jour. Et donc sans ce sentiment-là intérieur, je pense qu'il faut peut-être le vivre aussi en termes de justice, sans ce sentiment-là que le modèle dans lequel on est encore ancré est injuste, eh ben on ne peut pas comprendre l'ONTI, de même qu'on ne peut pas comprendre les différents niveaux de transition auxquels il s'agit. Or, et je conclurai cette 3e partie là-dessus, je pense que c'est précisément de transition économique, politique et pour ne pas dire surtout intérieure, dont nous avons besoin. Alors, je vais aussi faire référence là-dessus je ne l'ai pas inventé non plus, mais j'avais participé je vous le montre, un petit livre qui s'appelle « Les transitions écologiques » chez Jouvence, sous la direction d'Alexandre Fédéraud. Et vous avez justement ces différents niveaux de contribution. Alors moi, je parle du RTE, mais mes collègues, Philippe Roch va parler de transition politique, Yvan Ritz va parler de transition dans tout ce qui est lié à Rob Hopkins et au village de la transition, etc. Il y a une transition aussi. Et Michel Maximeger, justement, parle aussi de transition spirituelle. Donc voilà, je pense que là, on tient quelque chose. Et du coup, ce qui se passe en économie, c'est qu'on a eu beaucoup de travaux sur la critique de la croissance. Je pense aux excellents ouvrages j'ai une bibliothèque chez moi avec le confinement. Dominique Méda, j'ai l'impression de faire pivot là sur les mystiques de la croissance. Elle est fabuleuse cette femme. Donc elle explique très bien voilà pourquoi. Alors j'ai aucun intérêt, je ne prends pas d'argent dans les livres que je monte. Je ne sais pas faire la vente. C'est juste un partage qui me vient là, donc je le monte, c'est plus simple. Donc Dominique Méda, il y a Éloi Laurent sur la coopération qui fait des très très bons livres. Donc on a beaucoup de travaux, je dirais en gros, sur la critique de la croissance, la critique du consommérisme avec Illich, Vivray, Patrick Vivray. On a pas mal de choses, mais j'ai envie de dire quid de la transition intérieure et du lien à l'écologie. Parce que même dans le petit bouquin que je vous ai montré, on a séparé les propositions. Moi, ce que je ressens là dans mes tripes et tout, c'est de dire, OK, c'est bien, on a séparé par chapitre, maintenant ma cocotte. Alors, je vais me lancer. Voilà, quid du lien entre transition écologique et transition intérieure? C'est la première fois que je fais le lien ce soir, c'est vraiment la première fois. Et donc, je suis persuadée, en fait, même si je ne l'ai pas toujours développé, mais c'est que la pandémie, pour moi, est une opportunité. Alors, au-delà attention, que ce que je dis ne soit pas perçu comme une provocation, bien évidemment, des tragédies pour les gens, une tragédie pour les personnes, mais au-delà de ça, est-ce qu'on ne pourrait pas y voir une opportunité pour opérer ce glissement d'état à un autre, ce glissement peut-être particulier de la transition écologique à une transition dite intérieure. Et en gros, je dirais comment renaître et peut-être s'éveiller, attention, à sa propre spiritualité. Et donc là, il me reste 5 minutes. J'ai complètement largué le temps. N'hésite pas à m'arrêter, sinon je suis partie. Tout va bien. Continue, il n'y a pas de souci. Tout va bien, je commence à m'affoler sur mon timing. C'est la déformation professionnelle. Ils vont tous partir en pause. Donc, je vois une question de Anne. Bonjour, est-il possible de lister vos références de lecture? Oui, je vais vous les envoyer. Peut-être dans les questions, je vous les envoie, bien sûr. Voilà, donc le 4e point que je proposerais, ça serait peut-être du réveil par la pandémie, on pourrait dire, à l'éveil de la renaissance spirituelle. Bon, c'est un peu prétentieux de prétendre faire ça en quelques minutes et encore, ce serait l'œuvre d'une vie, je dirais, mais pourquoi pas, soyons ambitieux. Et déjà sur le mot spirituel. Alors, vous avez dit spirituel? Oui, je tente le mot. Alors, spirituel n'a pas forcément bonne presse, mais j'ose le terme. Alors, en France, j'ai lu effectivement que c'est Le Pays, ça m'a étonné, mais un article, je pourrais aussi que je pourrais vous faire passer les références. C'est un article publié dans Le Monde en 2015 alors c'est juste après les attentats de Charlie Hebdo. Et apparemment, donc, cette étude montrait que la France recensait le plus d'athées. Je ne savais pas du tout. Et je trouvais ça intéressant de lire l'article. Donc, je l'ai lu aussi avant ce soir.
pour voir où je mettais les pieds aussi. Je n'ai pas vu sur la Suisse, mais globalement, l'enquête montre qu'il y a une corrélation aussi intéressante avec le produit national brut. C'est assez intéressant, et que les pays, souvent les pays dits riches, où on est quand même beaucoup plus aisés, c'est le cas en France. La France arrive en 4e position dans le monde sur les pays dits athées. Devant, je crois qu'il y a le Japon. Derrière, il y a la Suède. Devant, il y a encore la Tchéquie. Alors, Swaton vient de Tchécoslovaquie, si je me si on pose ex-Tchécoslovaquie, donc Tchéquie, la Tchéquie devant, le Japon, je ne sais pas pourquoi, la Chine aussi, en termes datés. Bon, alors pourquoi pas. Alors, je dirais attention aussi, les biais de l'enquête qui peuvent être signalés, c'est que des personnes peuvent se dire athées en étant en fait déistes, croyant un Dieu, mais ne le nommant pas. Elles peuvent être agnostiques, c'est-à-dire sans croyance. Et grosso modo, voilà, donc le terme peut être un peu compliqué, mais par contre, ce que ça montre, c'est que quand même dans le monde, il y a 59% des religions qui sont quand même actives. Et si on regarde en France sur les gens qui se disent catholiques, puisque c'était censé les genoux de l'Église et tout, c'est uniquement 4,5% des gens qui vont à l'Église qui sont encore pratiquants en France. Vous voyez que ce n'est pas non plus énorme. Mais voilà, pourquoi je vous parle de religion, parce que justement, j'insiste là-dessus, donc je me suis renseignée sur l'enquête et sur aussi des sensibilités, c'est que la spiritualité n'est pas la religion. Je vais essayer d'essayer de vous dire ce que je pense que c'est, mais en tout cas, ça ne l'est pas du tout. Ça n'est pas du tout. Donc oui, je vois les questions, mais il faut que je les regarde pas. je les lis, d'accord, donc je suis partante. Je suis super partante. Oui, tu peux demander je tutoie tout le monde, donc vous pouvez demander, Thierry, excusez-moi, à Marc, volontiers pour là-dessus. Je serais vraiment ravie de participer à une réflexion, parce que je commence, mais on a besoin d'être en interdépendance. Et du coup, la spiritualité n'est pas la religion. Et pour moi, le problème, alors je ne vais pas dire pour moi, mais je vais me référer à Iwan Asnaoui, qui est un des auteurs dont j'ai eu la chance de pouvoir faire un peu la transcription et la traduction de son livre. Donc, je suis allée bousiller mon empreinte écologique. Vous voyez que je suis loin d'être un modèle, en Indonésie, en prenant l'avion même 2 fois en 2 ans. C'était un désastre. Pour aller l'interviewer, aller sur place, voir le terrain, rencontrer le Parlement. Donc, c'est un ancien activiste indonésien qui est guérisseur, chaman, mais qui a été aussi avocat, juriste, et qui a défendu les droits des siens. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que lui, dans son livre, donc je l'ai beaucoup écouté, on a beaucoup discuté, je l'ai beaucoup enregistré, il me disait, mais Sophie, chaque enfant naît avec une connexion directe à l'univers. Et quand je l'ai rencontré, j'étais enceinte de mon 2e. Et c'est comme ça que, apparemment, il se passe des choses et on peut être guidé par certaines intuitions, etc. Et il me disait, les problèmes pour lui, dans un pays aussi qui est dit musulman, donc c'est pour ça que je dis faisons attention au terme, 90% des gens sont dits être musulmans, oui, mais moi je vous assure qu'on rencontre des gens qui croisent l'esprit. Donc ils disent musulmans, mais c'est des soufistes, c'est pas pareil. Donc musulmans, il y a plusieurs catégories, et je m'intéresse beaucoup à ça, on travaille beaucoup avec des soufistes aujourd'hui où c'est pas aussi clair et aussi c'est beaucoup plus subtil. Et donc, voilà. Donc, moi, je traduirais ça. Il me disait, chaque enfant, en naissant, a une connexion directe avec l'univers. Et le problème de la religion, c'est quand elle est politique. Alors, ça m'embête un peu dans la démonstration que j'essaie de faire, de dire on a besoin de multiniveaux, bien sûr, mais on a besoin aussi d'un état garant qui permette l'expression d'une propre spiritualité. Et que ça ne soit pas forcément, je dirais, interdit, mais qu'on puisse aussi permettre ce genre d'espace. Et donc, moi, je dirais que chaque enfant, alors bien sûr, il est né avec une connexion. Alors, selon lui, c'était une pure énergie, hein. Moi, je dirais, chaque enfant naît peut-être avec un potentiel de développement de sa propre intériorité. Mais attention, là encore, je dirais, ce n'est pas juste développement personnel. Le développement personnel, souvent, il est perçu, on le voit, comme un instrument pour se perfectionner, pour augmenter sa performance. C'est comme le yoga. Hein. Des fois, le yoga, on ne va pas prendre les modes de vie, on va se concentrer juste sur la posture, le truc pour se renforcer, être bien, se sentir bien. Bon, pourquoi pas, je ne dis pas que c'est bien, se sentir juste mieux, mais on peut continuer à le faire tout en se sentant très bien et en se plaisant dans une société qui nous pousse à cette consommation effrénée, au détriment de notre habitat, au détriment de notre sphère d'appartenance première qui est la Terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Les Marines américains poussaient aussi leurs Marines à faire du yoga avant de préparer une guerre. Donc là encore, comme le RTE, c'est un outil au service d'une société. Et c'est pour ça que j'étais critique sur le RBI. Je fais juste la parenthèse. La société dans laquelle on est n'est pas prête à recevoir qu'un revenu monétaire qui pourrait être perçu comme un instrument de relance économique. En une phrase, pour vous dire pourquoi j'étais un peu sceptique sur ce moment. Alors voilà, donc du coup, notre intériorité, ce
que je pense, notre spiritualité, je pense que ça peut être aussi bien… Alors là, c'est marrant, j'ai un magnifique arc-en-ciel qui se met devant chez moi en direct. Il y a un petit orage et là, il paraît que c'est un symbole, m'a dit Louane, donc j'ai une pensée pour lui de protection. Alors, je suis protégée dans ce que je vous dis, je ne vais pas me faire virer de tous mes groupes de travail. Mon côté scientifique, je l'ai quand même bien développé avant pour attention à ce que je dis, donc c'est pas complètement perché, voilà, attention, donc je prends des pincettes. Je dirais que notre intériorité, c'est aussi bien, je dirais, le jardin de Voltaire que la rose du Petit Prince. Vous voyez ce que je veux dire? Ou le recueillement dans sa connexion à Dieu, à l'univers, ou tout autre que soi, je dirais, mais en soi, à la fois hors de soi et en soi. Et donc, au fond, peu importe comment on la nomme, hein, pour reprendre alors Philippe Lebet, qui est un ami journaliste extrêmement spirituel et intéressant, avec lequel je partage beaucoup de pensées dans ce laboratoire de transition intérieure aussi. Et je dirais, peu importe comment on le nomme, lui le nomme le tout autre. En tout cas, ça consiste juste à définir peut-être l'espace propre de son intime intériorité de pensée. C'est ça, quoi. Et de reliance en soi, mais interconnecté aux autres. C'est pas pour se couper des autres, c'est se reconnecter à soi pour mieux s'interconnecter. Voilà. Donc, je dirais que c'est ainsi que je définis la spiritualité en termes de ressenti. Attention, ça n'engage que moi, c'est pas scientifique. Je fais un lien avec des choses scientifiques, mais je le retiens en termes de ressenti. Et du coup, sans que cela n'empêche d'ailleurs de conceptualiser ces dimensions autrement de la spiritualité, ce que je fais d'ailleurs avec mon collègue Dominique Pour dans un livre en préparation qu'on doit finir à la fin de l'année. Donc, le confinement est bienvenu pour ce genre de travaux. Donc, ce que je pense, c'est que l'enjeu des transitions en cours à l'avenir pour notre humanité, parce que c'est quand même, je rigole, mais c'est parce que c'est pas drôle, c'est du rire nerveux, c'est quand même l'humanité qui est notre humanité qui est en jeu quand même, ni plus ni moins, réside, je pense, dans cette compréhension de l'incroyable richesse des forces en présence, souvent insoupçonnées, dont on dispose en nous pour nous créer et pour faire en sorte, ce que disait Gandhi, d'être soi-même le changement que l'on veut voir dans le monde. Alors, quel monde est-ce que vous souhaitez? J'aurais presque envie de vous poser la question. Marc, tu m'as dit, j'ai envie de vous dire, quel monde vous souhaitez? Quel monde nous on souhaite? Moi, je n'ai pas la réponse. Par contre, ce que je peux vous dire, ma casquette de philosophe, c'est que n'importe qui dans le monde, pour en avoir rencontré beaucoup d'acteurs, riches, pauvres, peu importe, ce qu'on souhaite quand même, c'est le bonheur. Je crois qu'on a envie d'être heureux quand même. Est-ce que c'est trop s'avancer de dire qu'on veut le bonheur? Je ne suis pas sûre. Par contre, là encore, il peut y avoir différentes déclinaisons. Et le bonheur peut être perçu comme avoir la dernière paire de godasses à la mode. Je ne mets pas du tout de jugement de valeur, mais il peut se décliner dans une accumulation de biens, qui est celle de nos sociétés, jusqu'à celle de vivre en sobriété pour une écologie intégrale, pourquoi pas, mais avec différents strates et différents intermédiaires. Et peut-être qu'entre les deux, il y aurait une troisième fois qui serait juste de se demander, mais au fond, ça veut dire quoi la joie, la paix, le bonheur? Et là, où je fais lien avec la pandémie actuelle, c'est qu'il me semble que le Covid-19, au-delà des drames qui se jouent, des difficultés financières, peut nous inviter à ressentir cela. Comment en expérimentant le manque? Vous savez, ce manque dont Platon dit que le désir, c'est le corollaire du manque. Il faut manquer pour désirer. Là, peut-être qu'on se voit tous les jours avec son mari, ou tous les jours avec ses enfants, peut-être qu'on se manque moins. Peut-être avec la rentrée de l'école, peut-être ça pourrait créer une distance, pourquoi pas. Mais ce que je trouve intéressant avec le Covid, ce qu'on expérimente en ce moment, c'est cette idée que justement nos proches nous manquent, le contact nous manque, les apéros conviviaux nous manquent. Et du coup, on se rend compte qu'on a besoin d'échanges. On ne peut pas vivre seul confiné. Et là, mes pensées vont encore au précaire. Les femmes dans des milieux violents, précaires, les enfants, c'est compliqué aussi. Donc, le substitut technologique, il est parfaitement illustré là. C'est super les webinaires et je remercie Marc d'avoir pu faire ça. On peut continuer à avoir des échanges, mais quelquefois, on aura quand même besoin de faire des cours en présentiel pour les étudiants. Ça leur manque, ils se rendent compte que le prof, finalement, il est pas mal de l'avoir en face et de lui poser des questions. Donc, on a aussi besoin de ça. Et donc, je pense que le mot-clé, c'est le mot de vulnérabilité. La vulnérabilité de l'être humain, de nous rappeler ce que ce virus nous rappelle, et c'est dans notre propre spiritualité, c'est qu'il faut rester humble. L'humus, la terre, humilité, c'est toutes les religions, toutes les spiritualités sont basées sur cette idée de rester humble et de se rappeler qu'un petit virus nous rend humble. Un tout petit virus de quelques millimètres peut nous tuer. Et prendre aussi conscience que
la Terre aussi est vulnérable par rapport à qui? Par rapport à nous. Nous pouvons être le virus de la Terre. On peut être le virus de la Terre. Donc la vulnérabilité, il y a une dimension de réciprocité et d'impact qui peut nous revenir. Peut-être qu'on pourra se faire sortir de la Terre comme nous l'avons impacté. Et donc se rappeler qu'on est dans un tout, dans une interconnexion. Et du coup, être sensible, alors je pense qu'on a vu pas mal de photos des ours polaires qui mouraient de faim, hein, bah c'est bien, mais en voyant des enfants avec les gros ventres qui meurent de faim, on a une prise de conscience par la vue. Donc, pour répondre effectivement à la question, comment est-ce qu'on pourrait conduire pour modifier notre mode de vie sans retourner à la bougie? Et exactement, on ne pourrait pas retourner à la bougie parce que c'est fait avec des baleines. Et ça, c'est interdit la pêche aux baleines. Donc, à l'époque, hein, lui. Mais je pense qu'on a besoin de ressentir. Je suis persuadée qu'il ne faut pas juste comprendre, comme je l'ai fait, c'est le niveau 2, mais l'importance du ressenti, de ressentir cette nécessité-là. Et ça veut dire qu'on peut l'imaginer, mais la ressentir. Donc, ça peut être par des photos, ça peut être par des récits. On manque d'art. Je ne sais pas si vous avez vu les séries Netflix. Netflix, en ce moment, c'est déprimant, quoi. C'est des morts vivants, un monde qui s'effondre, mais au secours! Mais faites-nous du beau, faites-nous rêver. C'est pour ça que demain, nous, ça fait du bien. Faites-nous des trucs qui nous montrent que c'est sexy de manger des tomates de saison, que c'est super bien. Voilà, on a besoin des artistes. Je travaille aussi beaucoup avec le théâtre de Vidi à Lausanne. On a besoin de chants. Alors là, je parle en pensant encore à Marianne. On a besoin d'être heureux, de vibrer. La joie, c'est le plus haut niveau vibratoire. Donc, voilà, je dirais que c'est aussi d'imaginer et de ne plus avoir besoin juste de voir ou d'imaginer que ce sont nos enfants qui meurent. Ça, je le tiens de Marianne Sébastien. Elle me disait, imagine ce que ça fait que ta fille meurt. Alors moi, je n'ai pas besoin d'imaginer ma fille. Ça me suffit d'imaginer que d'autres meurent pour que ça soit insupportable. Mais souvent, on a besoin de passer par l'imagination. Et je dirais que sans le sentiment, vous voyez, intérieur, que ce qu'on fait subir aux enfants, aux femmes, c'est des millions de femmes qui sont violées chaque année, avec les guerres, ça passe un peu dans l'indifférence, sans le sentiment que ce qu'on fait subir, je vous parle de ces sables bitumineux, sont un outrage à la terre, eh ben, on ne pourra pas ressentir. Et en même temps, c'est de ressentir ça qui est le premier pas pour moi vers la transition intérieure. Ça passe par des émotions, du visuel, de l'olfatique. On a parlé des oiseaux, ça c'était chouette. On a parlé des canards qui revenaient dans Paris. On a parlé le symbole du Covid, c'était aussi ça. C'était la nature qui revenait. Donc, on peut la voir, voilà. Et du coup, je dirais qu'après, une fois qu'on l'a ressenti en soi, qu'on est persuadé qu'on ne peut plus durer comme ça, que les enfants qui meurent de faim, c'est plus possible, alors on peut étendre parallèlement ce sentiment aux animaux. Je pense à l'abattage des cochons. Est-ce qu'on a vraiment envie de manger du cochon dont on sait que les cochons ne sont pas sortis d'un mètre carré? Des poulets où on coupe les pattes. C'est ça l'horreur, de la comprendre pour se dire est-ce qu'on a envie de ça? Des hublots, maintenant des vaches, on va prendre le lait. Enfin, c'est quand même immonde. Et toutes les crises qui nous retombent dessus, quand on passe à la crise de la vache folle, c'était quand même un impact humain. Voilà. Donc, mettons un peu de moins de folie, réfléchissons. Et est-ce que c'est ça dont on a envie? Voilà. Donc, je dirais que la transition intérieure, c'est peut-être, une fois qu'on l'a éveillé aux animaux, peut-être aussi d'élargir aux morts. On a oublié ça. En Indonésie, ils font beaucoup. Ils travaillent sur 52 générations. Comment est-ce qu'on peut étendre ça? Peut-être, pourquoi pas, au monde de l'invisible, au monde des esprits. Peut-être d'invariants, peut-être qu'on prend aussi un espace là, de monde qu'on ne voit pas, c'est pas parce qu'ils ne voient pas qu'ils n'existent pas, peut-être qu'on devrait entretenir des bons rapports avec le monde de l'invisible pour écouter peut-être ce qu'ils ont à nous dire et nous guider vers peut-être des voies de résilience qu'on a oubliées. Et donc, ça veut dire, voilà, peut-être ne pas juste se transformer dans notre avoir qui nous a été vendu comme du bonheur dans nos sociétés, ça on le sait, depuis Lich et compagnie, mais peut-être se développer dans notre être. Et c'est là où des techniques peuvent exister, mais pas des techniques en soi. Je parlais des travaux Kirli, ça veut dire faire des hugs à des arbres, mais ça veut dire se relier, c'est-à-dire pouvoir sortir tout ce qui nous fait du mal, tout ce qui nous stresse, la colère, de le chanter. Je pense que Marianne Sébastien fait des stages de libération de la voix. Et on voit, c'est relié aussi par des scientifiques, il y a des techniques très fortes entre le chant, entre les zones de chant, de voix qui se libèrent. Alors, je ne suis pas assez calée pour le faire, mais c'est reporté par d'autres collègues aussi scientifiques. Et ce qui est important, peut-être, c'est qu'on n'est pas seul. Ça s'apprend seul, parce que cette transition intérieure, ce n'est pas un savoir, c'est une expérimentation. Donc, ça s'apprend seul, ça se travaille seul, mais ça peut aussi se faire en groupe, ça peut se partager en groupe, ça peut se travailler avec des techniques. Et le but, c'est des chemins, de ne pas juger, de pas se et on arrête la culpabilité. On peut redécouvrir la date aussi, la religion chrétienne, mais on n'est pas obligé de se flageller non plus. Vous voyez. Donc, c'est comment, sans jugement, peut-être
dans ce retour des spiritualités, comprendre peut-être que l'on puisse aussi avoir des espaces légitimes. Ce qui nous manque, c'est des espaces légitimes pour reconnaître et reconnaître l'importance de cette dimension. Et donc là, j'ai envie d'ajouter deux dernières choses, et puis je conclurai, parce que là, je suis en train de dépasser cruellement, et je m'en excuse, il faut vraiment couper, hein, Marc. C'est peut-être de renouer aussi avec les savoirs ancestraux. L'IPBES, tous ces travaux des scientifiques disent que les peuples autochtones, les peuples premiers, ils savent gérer des forêts, ils savent gérer des ressources utiles. Il y a des savoirs qu'on ne nous apprend pas à l'UNIL dans les universités, mais dont ils sont les dépositaires et qui sont validés par les scientifiques. Donc peut-être d'être un peu humble aussi, le virus nous a rendus humbles, que nous, scientifiques, dits scientifiques, soyons humbles pour travailler avec d'autres qui n'ont peut-être pas des formations telles qu'on a, mais qui sont peut-être beaucoup plus savants que nous. Donc pour accepter que le savoir aussi, il est multiniveau, et que le savoir, on est comme on l'est par rapport au virus. Alors j'ai une pensée aussi pour le moment présent, c'est-à-dire d'être accepté, de pouvoir sourire au monde, sourire au moment présent, en vivant, peut-être aligné au fond sur notre ressenti. C'est peut-être ça la transition intérieure, le cerveau, ce qu'on dit, ce qu'on ressent, et de pouvoir être dans cet axe qui se manifeste, parce que la transition intérieure, encore une fois, elle ne vaut pas toute seule. Elle se manifeste dans nos réalisations concrètes, dans nos réalisations, et qui ne sont pas simplement individuelles, mais communautaires. Et terrestres, nous sommes des terriens. On n'a pas envie de vivre sur Mars. On n'a pas envie de faire de la Terre une autre planète Mars, qui est un gros caillou vide qui a peut-être déjà existé. Voilà, et du coup, c'est ce qu'ils nous font. Donc, au fond, je dirais que pour répondre à la question de ce débat, qui n'en est pas un, qui est plutôt un gros monologue et qu'il faut que j'arrête là, c'est du coup que la spiritualité, au fond, et c'est la question clé peut-être qui est posée, c'est qu'elle est la base des êtres humains. Bien sûr qu'on a besoin de se nourrir, bien sûr de manger, mais on a besoin aussi de nourriture spirituelle, terrestre, mais pour nourrir notre loup blanc, le loup blanc en nous. Ce loup blanc, et pas simplement, on a tous un loup blanc, un loup noir, mais peut-être alimenter ce loup blanc, ce loup de la joie. Et puis peut-être pour se rappeler qu'on ne forme qu'un avec cet univers qui est le nôtre, qui nous accueille, mais temporairement seulement, parce que nous ne sommes que de passage et qu'il était là bien avant nous. Voilà, j'ai dit. Et je m'arrête là parce que c'est beaucoup trop tard et je m'excuse du dépassement. Non, il y a des choses, mais ça sera pour les questions. C'était passionnant et merci. C'était riche, c'était dense. Je crois que ça va susciter beaucoup de questions. Alors, notamment, là, alors, dans les participants, notamment, il y a, je pense à Françoise qui est une accoucheuse de voix. Je pense à les peuples ancestraux. Je pense à Michel qui s'occupe des Kogi. Je pense aussi à Patrick Vivray qui est là quand tu as parlé philosophie et tu l'as mentionné à un moment donné. Donc, tous ceux-là sont présents. Je pense qu'ils auront à cœur de te poser des questions ou d'interagir avec toi. En t'écoutant, moi, j'avais deux choses qui me sont venues, enfin même plein. C'était déjà la différence entre la religion et la spiritualité. Moi, en fait, je me base sur cette phrase, alors qui est imitative, mais en tout cas, elle dit que la religion, c'est croire en l'expérience de quelqu'un d'autre, alors que la spiritualité, c'est d'avoir sa propre expérience. Ça, j'aime assez cette distinction. Ça permet de bien différencier les deux. Après aussi, j'avais en tête ce film qui vient de sortir, enfin ce documentaire qui s'appelle Planet of the Humans, coproduit ou produit par Michael Moore, qui est très critique vis-à-vis de ce qu'on appelle le développement durable et des Verts qui ne font qu'entretenir le système. Contrairement à une forme de ce que tu as évoqué de radicalité ou d'écologie intégrale. Et puis, j'avais aussi en tête la question de la mort, parce que tu ne l'as pas évoqué vraiment. Pour autant, j'ai en tête ce texte de Charles Eisenstein, récent, qui disait que justement, dans les peuples premiers, on demandait à quelqu'un qui émanait de ces peuples, si quelqu'un était atteint et on devait mettre quelqu'un de son entourage sous respirateur artificiel, est-ce qu'il le ferait ou pas? Et il disait, mais non, jamais de la vie, nous ce qu'on ferait, c'est qu'on l'accompagnera à bien mourir. Donc ça montre aussi le gouffre en termes de représentation du monde et de valeurs qui existe entre ces peuples premiers et puis notre acharnement à ne pas vouloir mourir, en fait, alors que ça fait partie des règles du jeu quelque part. Bon, voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé. En tout cas, alors il y a beaucoup de questions. Peut-être tu as eu le temps de lire certaines qui sont déjà dans la conversation. Alors, on va prendre par ordre. Et en sachant aussi que vous pouvez donc
si vous levez la main, moi je vous mets en tant que conférencier, comme ça vous discutez, on peut vous voir aussi. Donc il y a Françoise qui pose oui, la question du développement durable. Quelle expression? Se développer est un moyen et on n'a jamais défini au service de quoi? N'est-ce pas à partir du but à atteindre qu'on doit définir les moyens? Bon, c'est juste sur le thème développement durable. Il y a Thierry qui demande, peux-tu nous préciser un peu plus les fondements du revenu de transition? Alors, je ne sais pas si on prend les questions les unes après les autres et puis… Oui, alors donc sur le revenu de transition, les fondements, alors justement, ça part d'une éthique. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 20 ans, vous vous rendez compte, il y a 20 ans, j'ai commencé à travailler sur une thèse sur la protection sociale en France et sur la lutte contre la pauvreté et le chômage. Et donc, j'ai accouché, on peut dire, c'est une thèse, je pense que quand on finit une thèse, on ne peut plus la supporter, je pense, ou pas, hein, mais enfin, en tout cas, voilà, c'est un travail qui prend un certain temps. Et donc, j'avais abordé la question, on parlait d'allocation universelle à l'époque et pas dans une base inconditionnelle, comme un outil parmi d'autres en mécanisme de lutte contre la pauvreté. Donc, je dirais que historiquement, bien sûr, je connais très bien toute la littérature des années 90 sur le revenu de base inconditionnel. Donc, ça a bien sûr nourri une réflexion. Ça ne m'a pas empêché d'être très pour le candidat présidentiel en 2017. Hein. Je dis toujours que je ne suis pas militante. Je parle en tant qu'ayant travaillé sur le sujet, ce qui est dur à faire comprendre quand on aime bien cette idée aussi de RBI. Donc, mon fondement, ça a été donc un travail de thèse de longue haleine sur ce mécanisme. Et puis surtout, le fondement du RTE, c'est une approche écocentrée. C'est dire que le RBI ne suffisait pas par rapport c'était pas un enjeu suffisamment ambitieux par rapport à l'écologie et à tout ce que je vous ai décrit. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait juste le monétariser et pas répondre en fait à toutes ces questions-là. Il rate un peu pour moi le tournant écologique. Et du coup, les fondements du RTE, c'est de partir ces deux notes de cette éthique. Alors, on pourrait dire, pour pas parler d'économie, mais une éthique écocentrée, qui est de dire que, bien sûr, qu'on a des droits sur la Terre, mais avant, il y a peut-être des devoirs. Enfin, voilà, c'est pas juste de voir la Terre comme un réservoir de ressources dans lequel on va puiser indéfiniment, mais c'est une éthique écocentrée. Plus, ça suffit pas que la Terre, plus une éthique du care, du soin à l'autre. Une éthique du care, c'est-à-dire de l'interdépendance, qui s'inscrit, pour moi, les deux s'inscrivent dans l'ESS, économie sociale et solidaire, hérité du 19e, et dans cet idéal coopératif, qui est une troisième voie entre le tout État et le tout marché. Il y a encore de la place pour les mouvements citoyens, pour les organisations citoyennes et pour faire confiance à ces corps intermédiaires. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question un peu, voilà, donc sur les fondements. Donc, sur les fondements économiques et filiations historiques, c'est à la fois une éthique écocentrée et du care et les filiations historiques de la tradition. Je pense à Serge Audier, hein, qui a écrit un très beau livre sur la société écologique en proie avec ses ennemis et qui explique que même un Fourier avait conscience à l'époque des problèmes écologiques de son époque. Donc, c'est comment on allie le social et l'écologique dans cette tradition coopérativiste, associationniste, en tout cas troisième voie entre tout État et tout marché du 19e. Alors peut-être tu peux compléter ton propos avec ce que tu fais avec la Fondation Zoyenne et notamment les territoires que tu aides à financer, sur lesquels tu aides à financer justement un revenu ou en tout cas une volonté d'aller vers de la résilience. Oui, alors c'est vrai ce qu'on a fait, c'est qu'on fait beaucoup de plaidoyer. Là, on fait beaucoup c'est du bottom-up, mais en même temps, il faut s'assurer, justement, je m'assure que ce mécanisme ne puisse pas nuire aux précaires, hein, et qu'il ne s'agit pas, le RTE ne touche pas au mécanisme de protection sociale, contrairement encore au RBI. Vous voyez, ce qui me faisait très peur, c'est que le RBI est défendu par Milton Friedman, hein, qui est la droite de la droite, et par beaucoup de gens, parce que je rencontre quand même beaucoup de personnes dans ces plaidoyers qui disent que le RBI, c'est super parce que ça va être un moyen de mettre fin complètement aux relations de face à face, du dialogue social et des métiers du social. Et ça me fait une trouille bleue. Donc, c'est pas que je sois contre l'outil, c'est qu'il faut penser l'outil dans le contexte dans lequel il se fait. Un marteau, il peut aider à construire ou il peut détruire quelqu'un. Vous voyez, donc, j'ai peur que mis entre de mauvaises mains, en ce moment dans une société, on ne sera peut-être pas prêt. Peut-être qu'on sera prêt plus tard, mais pour l'instant, il faut quand même un petit peu encadrer. Et du coup, la Fondation Zoyenne, oui, effectivement, on aide des territoires qui veulent, encore une fois, c'est pas moi, j'ai rien à vendre. Au contraire, je mets tous les sous que j'ai, que je mets dedans, quoi, pour trouver des fonds pour créer des coopératives de transition en partant des volontés des acteurs. Donc, quand on demande une conférence, on dit « Oui, Madame Satton, on a lu votre livre, mais concrètement, là, c'est super théorique. Ça veut dire quoi ?» J'en sais rien, je suis universitaire, mais je vais essayer de parler avec vous, on va essayer ensemble. Et donc, je vais dans les territoires et c'est suivi
où je fais un état des lieux, où je vais rencontrer les gens, les actrices, ceux qui font, et on fait des ateliers participatifs pour voir qui a envie de faire, comment et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre. Donc, on n'invente rien, on prend les communs du territoire, quelles sont les ressources en eau, en forêt, vous voyez, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui existe déjà. Et c'est trouver donc des fonds pour faire ces coopératives, un modèle économique qui mette un peu en œuvre tout ce que je vous dis. Mais ce qu'il y a de très nouveau, c'est qu'on fait confiance aux gens. Et en France, on n'a fait pas confiance aux gens. On a l'impression qu'on sait, il faut être passé par être haut fonctionnaire pour imposer. Les gens qui font, ils savent déjà. Ils savent ce que ça coûte en heure, ils savent planter. Donc, comment on les laisse faire en renforçant. Et donc, ça, c'est ce qu'on fait effectivement avec la Fondation Zoeim. Et dans les 4 projets, je crois qu'il y a Grande-Sainte, c'est ça, dans le Nord? Oui, je travaille avec Damien Carême. Je l'ai rencontré comme toi il y a 1 an et il a tout de suite signé. C'est un maire très en. Oula. Allô? Damien Carême, ça coupe? Oui, ça a coupé là. Tu peux reprendre à Damien Carême. Ouais. Alors, je vous ai mis Fondation Zoeim parce qu'il y a le site internet et il y a un article de Philippe Lebé aussi qui explique sur les 4 territoires. Philippe Lebé. Donc, il y a Damien Carême, il y a Grande-Sainte dans le Nord, il y a Terra avec Fred Bosquet qui défendait donc un revenu d'autonomie. Donc, la Fondation l'a aidé sur les revenus d'autonomie et maintenant, on met en œuvre des revenus de transition écologique sur la construction. Donc, lui, c'est pour tout ce qui est formation. Comment des petites maisons à 30 000 € peuvent permettre de financer la formation et d'être résilientes en cas d'effondrement. Donc, voilà. Il y a le troisième, ça a coupé encore. Avec un pôle de coopération. Le troisième, on n'a pas entendu, ça a coupé. Nobel. Ça a coupé ton Alors, c'est dans le département, je vous l'écris, c'est dans l'Aude. D'accord. Alors, je viens de le remettre, c'est dans l'Aude. C'est en région Occitanie. En région Occitanie, donc avec un pôle territorial de coopération économique. Et on a mis ça en œuvre. Et la première coopérative de transition écologique devait naître avant l'été. Donc là, avec le confinement, ça sera peut-être à l'automne. D'accord. Et voilà. Okay. Eux, ils mettent l'accent sur la biodiversité dans l'Aude. C'est une territoire qui m'a laissé ça m'a fait extrêmement plaisir d'aller là-bas puisqu'il y avait 80 participants et il y avait des gens qui ne voulaient plus. Puis c'est en pays Qatar, en plus, c'est hyper bonne énergie, c'était hyper intéressant. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient dépolitisés, beaucoup de précaires, etc., qui sont venus assis à côté des gens de la région et du département. D'accord. De ces coopératives, c'est de mettre en tous les gens, y compris des gens qui étaient aux minima sociaux. Une femme m'a dit, moi, je suis complètement précaire, mais là, je suis contente parce que je peux m'exprimer à part entière sur un projet et sortir des projets de sa table sans qu'elle ait des problèmes de financement, parce que quelle banque va financer un projet d'un précaire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le but dans la coopérative, c'est de créer une résilience et de mêler les 2 dimensions, écologique et sociale. Bon, je parle trop, là, il faut me couper. Alors, il y a Anne qui demande, plutôt que le terme de transition, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt parler d'évolution qui reflète le processus naturel de la vie? Voilà, oui, alors on parle de basculement dans la transition et il faudrait parler peut-être d'une immersion dans la vie, une immersion dans l'évolution. Alors, évolution, c'est vrai que ça renvoie inconsciemment peut-être à Darwin et donc du coup, peut-être c'était la référence, mais je pense qu'on est… Oui, en même temps avec les dangers de voir l'évolution comme progrès à la Hegel et donc de penser que ça serait un darwinisme évolutionnaire. Donc, c'est peut-être pour ça que le mot évolution peut faire… On peut penser à régénération. Je ne sais pas si ça vous irait, mais on parle maintenant d'économie régénératrice. On entend Suisse alémanique, c'est quelque chose qui commence à arriver. Il y a aussi l'économie symbiotique avec les travaux d'Isabelle Delannoy qui parle d'économie symbiotique, économie de la fonctionnalité. On travaille aussi sur des réflexions de nouveaux indicateurs justement de richesse immatérielle. Donc on pourrait parler pourquoi. Moi je dirais plutôt régénération peut-être, parce que j'ai peur qu'évolution… Alors, j'ai en fait pour personne, envie de dire évolution créatrice m'irait bien, si on rajoute créatrice. Alors, on a des petites coupures de son, j'espère que ça va aller mieux. Il y a Moad qui demande si les CTE, donc les CTE, je ne sais plus ce que c'est, mais existent déjà ou si c'est uniquement au stade de la théorisation? Non, alors oui et non. Je fais une réponse de Normand que je suis. Alors, c'est-à-dire que c'est encore de la théorisation au sens où les statuts ont été faits. La première coopérative
a eu lieu à Grande-Synthe. À Grande-Synthe, donc, elle a été créée. Les versements de revenus de transition écologique n'ont pas été faits. Ils sont en cours parce que ça prend du temps pour poser les bases. Donc maintenant, la CTE, elle est en train, elle existe. Il faut aller le voir sur les complètement. Vous pouvez aller voir sur le site. Vous trouverez tout. Je peux vous mettre en contact avec l'association Zoé Grande-Synthe et qui est investie dans la coopérative. Et donc, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'ils travaillent avec les porteuses de projets, des coopérateurs qui vont rentrer dans la coopérative. Donc, c'est en train, c'est en cours. On est en plein dans l'actualité, c'est complètement en cours. Elle existe juridiquement, elle existe dans les faits, ils se réunissent et elle va bientôt être versée. Instable. Alors, je rappelle aux gens que si vous levez la main, je peux vous amener dans la conférence et comme ça, vous pouvez parler directement, c'est peut-être plus sympathique. Sinon, il y a Anne Florence qui demande que pensez-vous de la façon de faire de l'économie d'Esther Duflo, prix Nobel d'économie, qui est une approche pragmatique et de bon sens pour améliorer la vie des personnes en difficulté? Alors là, je connais pas assez le sujet, mais je connais bien Michel Servet et de ma collègue aussi Solène Morvan-Roux, qui sont très critiques sur les techniques de randomisation, de techniques médicales dont la finalité au fond est de faire des microcrédits qui ne sont pas des microcrédits sociaux solidaires, comme c'est le cas, par exemple, dans Voix que fait Marianne Sébastien, mais dans des microcrédits lucratifs. Donc, en fait… ça coupe. Économie hétérodoxe en disant que ça conduit en fait à pas mal de biais et à essayer de justifier l'instauration d'un libéralisme dans ces pays, notamment au Sud, alors que l'on devrait plutôt penser dans une logique polanyienne d'État fort, pas juste le marché, mais on parle beaucoup d'État aujourd'hui. Alors un État fort, c'est pas un État autoritaire, c'est un État qui a un fort capital public, qui ne vend pas à la Française des Jeux, c'est un État qui garde des masques, etc. Voilà. Donc, je dirais, j'aurais plutôt la méfiance de mes collègues, mais je ne suis pas assez spécialisée pour être tout à fait honnête pour vous répondre sur la question. Je renverrai à leurs travaux, par contre. Jean-Michel Servet. Jean-Michel. Je vous l'écris. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un veut-il venir à la table ici ou pas? Je vois personne qui lève la main. Non? Ah si, voilà, Françoise. Ah ben voilà, Françoise et Michel. Alors, je vous amène. Hop. Alors Françoise, il faut mettre ton micro et tu peux mettre ta caméra normalement aussi. Françoise? Caméra, oui. Vous m'entendez ou pas? On t'entend. Oui. Je ne sais pas pourquoi ma caméra ne marche pas. Je suis désolée parce que je suis arrivée en retard. Et par exemple, la CTE, en plus avec les coupures, je n'ai pas compris ce que c'est précisément. Donc, je ne suis peut-être pas la seule. Et alors, pardon, je vais peut-être poser une question à laquelle vous avez déjà répondu. Mais moi, j'ai compris que vous souhaitiez une rémunération qui ne soit pas inconditionnelle. Et à quoi est-elle conditionnée, celle que vous souhaitez? Voilà, je n'ai pas entendu, vous avez peut-être déjà raconté ça. Si c'est le cas, à ce moment-là, je passe mon tour. Mais voilà, j'aime bien revenir aux fondamentaux. Je ne comprends pas pourquoi ma caméra ne marche pas. Bon. Sophie, c'est bon, tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Oui, merci pour votre question. Alors du coup, non, c'est vrai que je suis passée super vite parce que je crois que j'ai fait tellement d'interventions sur le RT en ce moment que j'étais contente en fait, parce que souvent on me dit « Ah, vous êtes contre », les journalistes, ils adorent les débats, donc vous êtes contre le RBI. Donc je me suis dit, je fais des trucs comme ça. Ils ont, mais effectivement, alors, comment dirais-je, le revenu de transition écologique en plus, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a appris de parler de revenus, il faudrait trouver un autre mot. C'est pas génial non plus, c'est pas qu'un revenu monétaire, ça pourrait être un revenu versé aussi en monnaie locale complémentaire. Ça peut être aussi une mise à disposition de terres. Vous voyez, Grande-Synthe, Damien Carême, il y avait tout ce qu'il fallait. Hein. Mais par exemple, la mairie a mis à disposition des terres pour les
Donc voilà, donc je dirais que ça peut être aussi l'usage foncier, ça peut être des aussi précaires qui n'en ont pas. Donc ça peut être l'usage d'une serre multiniveau. Donc le revenu de transition écologique, c'est de conditionner son accès. Alors attention, je le répète, ce n'est pas un mécanisme qui va remplacer des aides sociales. Donc on n'enlève rien à personne, ça vient en plus. Donc, ça n'a rien à voir avec les débats du RBI qui propose de fusionner les aides ou de les remplacer. Moi, non. Je voudrais que ces aides, que le RTE, en fait, soit, et je m'en assure régulièrement auprès du Sénat en ayant des discussions avec les élus, et je ne veux pas que ça puisse nuire aux précaires, sinon j'arrêterai tout et je serai la première à être contre. Mais je revendique le droit à l'erreur, le droit à l'expérimentation, parce que si on ne va pas y arriver, donc le droit au tâtonnement. Et du coup, c'est un revenu, oui, conditionné à une activité dans les donuts qui rentre dans les limites planétaires. Donc, c'est de dire, bien sûr, on va vous aider. Alors, en concret, ça peut être un agriculteur qui veut arrêter le glyphosate, ça peut être un jeune urbaniste qui a envie de se lancer dans du conseil. Ça peut être des jeunes qui veulent lancer du low-tech. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Ça peut être, vous voyez, ça peut être énormément de choses, de porteurs de projets. Donc, ça peut être des précaires, des publics cibles, mais ça peut être des personnes qu'on appelle en conversion écologique. J'aime bien le terme de conversion écologique, c'est les publics cibles. Et donc, à Grande-Synthe, il y a des dispositifs d'accompagnement, puisque ce n'est pas juste leur dire, on vous donne un revenu, débrouillez-vous, vous rentrez dans le donut et voilà. Non, c'est horrible. C'est pas juste vous aurez un truc sur votre compte en banque. Les gens, ils restent tout seuls. C'est pas ce qu'ils veulent. Je vous invite à lire les rapports d'Atelier Carmonde. Ils veulent du travail. Pourquoi ? Parce que ça crée une relation de face à face. Donc, c'est qu'elle soit, c'est ouvert à tout le monde peut avoir un RPE. Mais à condition de ne pas aller que chez McDo. Vous voyez, c'est pas pour lancer une activité prédatrice dans le fossile. Si vous allez faire une extraction de gaz de schiste, ça va être gay. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est conditionner une activité à impact écologique et social. Et c'est d'un accompagnement adapté. On vous envoie vers des professionnels qui vont vous former. C'est le temps que vous voulez. C'est le temps dont on a besoin. Et ensuite, on vous met en réseau avec d'autres. Pour pas que vous soyez seul, mais que vous participiez à cette coopérative de transition qui est en fait le nouveau modèle économique. Donc, ce sont les coopératives de transition auxquelles, alors, j'ai pas de slide, mais je pourrais vous l'envoyer. Tout ça mais je ne veux pas faire de la pub, mais c'est vrai que il y a sur la Fondation Zoël, mais il y a tout dans mon deuxième les conventions signées avec tous les territoires et le détail des territoires qui donne un peu de chair à tout ça. Donc, une coopérative de transition, c'est une coopérative dans laquelle plusieurs associations, ONG vont participer en payant des subventions, des cotisations et donc alimentent l'organisation comme une caisse de secours au 19e, quand il n'y avait pas l'État social, la sécurité sociale, l'État-providence. On va mettre dedans et ensemble, on va déterminer des critères d'attribution. Comme dans toute coopérative, on vote ensemble, on décide des critères. Et là où la Fondation Zoën vient et mon travail, parce que dans la Fondation, j'ai Jacques Dubochet qui est un prix Nobel, j'ai Dominique Bourges, j'ai Valérie Cabanès, on est un grand nombre de chercheurs d'y engager, et d'autres aussi ailleurs, aider à donner ces critères. Le but, c'est d'être copié, c'est pas de garder tout pour soi. Donc, comment est-ce qu'on réfléchit à ces nouveaux indicateurs ? Vivray a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Donc, comment est-ce qu'on met ça en œuvre et on le conditionne, mais dans le but de créer un modèle économique, instrument qui va permettre de rassembler les fonds, de les reverser et de créer cette résilience sur le territoire. Merci. Voilà. Alors, il y a Patrick qui nous a rejoint. Patrick, on devrait pouvoir t'entendre. Et en tout cas, on ne te voit pas, mais… Oui, bonjour à toutes et à tous. Et puis, merci à Sophie pour cette intervention passionnante. Moi, j'avais posé effectivement une question sur le chat auquel, du coup, Sophie a répondu, qui était de savoir si le terme de métamorphose utilisé par Edgar Morin pour caractériser l'ampleur des mutations et des bouleversements actuels lui paraissait utile. Et du coup, je prolonge juste ma question parce que c'est un des projets sur lesquels travaille le réseau international des dialogues en humanité. C'est ce qu'on a appelé l'enjeu d'un anthropocène positif. C'est-à-dire, on voit bien l'anthropocène destructeur, et en particulier dans ses effets destructeurs sur les grands écosystèmes. Mais l'un des grands défis, c'est comment l'humanité qui a acquis cette capacité de destruction est-elle capable de construire un anthropocène positif, une grande alliance avec le vivant, bref,
de passer de ce que Edgar Morin appelait un Homo sapiens des minces à un véritable Homo sapiens sapiens, où là, la rencontre des intelligences coopératives d'un côté et la rencontre des sagesses d'autre part serait au cœur d'un projet qui est à ce moment-là autant éthique et spirituel que politique et économique. Je voulais avoir ton sentiment sur cette question. Je bois tes paroles. Je suis complètement en phase. Et effectivement, métamorphose. Alors, j'ai aussi une pensée pour mon ami Fred Bosquet, qui parle tu le sais, de chrysalides, et qui dit qu'il faut pouvoir les accueillir. Donc, lui, quand il faisait une conférence, etc., le tout, c'est de pouvoir accueillir. Donc, on a besoin de métamorphose, et on a besoin, c'est pour ça que je parlais de ces transitions multiniveaux aussi, de leviers économiques et politiques qui portent ces chrysalides, ces métamorphoses, et qui leur permettent de pouvoir se faire dans un espace favorable. Et il me semble que pour tout ce qui est justement l'éthique, enfin, tout ce qui est un peu lié au domaine de la spiritualité, c'est encore un peu timide. Un peu timide, on commence à oser, il y a des mouvements, mais c'est pas forcément lié. Et du coup, sur cet anthropocène positif, je suis complètement d'accord. Hein, c'est comment rendre désirable cet anthropocène positif, comment rendre désirable ces métamorphoses, comment permettre leur éclosion. Et du coup, je ferai aussi le lien avec une question qui était posée sur les sages, sur l'humilité des sages, la sagesse des sages qui n'est pas assez écoutée. C'est que peut-être aussi que les sages sont restés un peu dans leur coin, ou peut-être qu'encore, là encore, vous voyez, c'est peut-être que c'est le temps de la reliance maintenant, où on reste dans son coin, les sages restent dans leur coin, ne sont pas assez. Et là, j'ai aussi une pensée pour l'exposition qu'on va faire, mais qui est reportée avec Chenchuka, Suisse aussi, France et Suisse. Et je trouvais ça hyper intéressant sur l'unité dont on doit faire preuve. C'est que sur le Grand Genève, donc, qui accueillait aussi la France voisine, des chamans, des Kogis, étaient censés venir pour nous regarder, nous, en tant qu'indigènes, et voir comment on se comportait sur notre territoire et nous faire un diagnostic de territoire avec une autre équipe européenne, de chercheurs européens, et de confronter et d'articuler, de rendre complémentaire cette vision. Comme il avait d'ailleurs, je crois que c'est dans La Drôme, un film qui a été tourné avec Éric Julien, et de voir juste nous, on était regardés avec des regards de vrais sages, et puis d'autres scientifiques ici, qui sont des sages de là-bas, et comment ça s'appelle regard sage, je trouvais ça très joli. Et cette initiative, ce qui m'a fait plaisir, c'est que, bon, elle devait avoir lieu en août, mais bon, on va peut-être arrêter avec les virus et les premiers, je crois qu'ils ont assez donné, donc on ne peut pas leur en vouloir de ne pas venir non plus. Et il y avait cette idée, le canton de Genève qui soutenait, les motrices, et je trouve que là, ça commence à arriver. C'est-à-dire qu'on voit que depuis que les peuples premiers ont aussi été nommés par l'IPBES, l'indicateur de la biodiversité, on peut peut-être venir à la rendre désirable en intégrant l'éthique. Je pense que c'est un mouvement qui est en train de se construire. C'est en train, il me semble. Hein. Ça commence. La pandémie de Covid-19 peut nous inviter à bouger ça encore un peu plus fort et à le mettre à réaliser. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il y a une petite pause avec Eric. Eric, Eric n'est pas là. Si, il va venir ou pas? Si. Il est là. Salut Eric. Alors Eric, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a un talent particulier de dessiner et de jouer avec les mots. Et je crois que tu as une petite surprise pour nous. Voilà. Alors, voilà qui je suis. C'est génial. C'est génial. Bon, on va tousser dans notre coude. Hein. Tous. T'en as d'autres? J'en ai d'autres, ça arrive. Je suis génial. Je crois qu'il y avait une question de... Génial.
Ouais. C'est génial. C'est une photo. Alors, Non. pour ceux qui ne connaissent pas, donc, vous allez sur le site d'Éric Grelet. Ah, bah, c'est écrit en bas. Éric Rollet. Ouais. Alors ça, je prends les références. Et alors, en attendant le prochain dessin d'Éric, peut-être Michel, comme on a parlé des Cogis et d'Éric Julien, je crois que Michel est très au courant de l'initiative puisqu'il est vice-président de l'association. C'est ça, hein, Michel? Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, bonjour, bonjour Marc, bonjour Sophie. On ne se connaît pas encore, mais on aurait dû se croiser effectivement au mois de septembre pour ce projet. Alors, c'était juste pour donner un peu notre point de vue aussi. Enfin, d'abord, rassurer tout le monde et dire que ce projet a été reporté en septembre 2021. Donc, ce projet aura bien lieu et on continue à y travailler. Bien entendu, l'équipe de Chendouquois France avec Chendouquois Suisse et le réseau Résonance en Suisse, et donc avec les chercheurs également. Et puis dire aussi que c'est pas seulement de dire comment les Cogis nous regardent comme indigènes, c'est vraiment l'idée en tout cas de ce que moi je perçois et que je connais de ça, c'est de dire que finalement qu'est-ce qui peut sortir de la rencontre entre des chercheurs de haut niveau et des scientifiques et universitaires européens pour inventer ou repenser nos modes de fonctionnement. Les Cogis, comme la plupart des peuples autochtones, réclament le dialogue avec nous. Ils réclament parce qu'ils sont titulaires de savoirs, enfin titulaires, ils tiennent en tout cas des savoirs ancestraux et d'évidence ont fait leur preuve puisqu'ils sont encore là et nous on a tout massacré en peu de temps. Donc qu'est-ce que ce dialogue pourrait donner et faire émerger quelque chose de l'ordre d'une nouvelle connaissance, en tout cas quelque chose de créatif et de joyeux, ça sans aucun doute. Et c'est ce qui se cache derrière. On avait choisi, et pour l'instant on en est toujours là, et les chamans Kogi ont validé le principe, 3 grands thèmes sur lesquels on voudrait travailler, qui sont l'éducation, qui sont la santé et le territoire. Donc 3 grands sujets qui regroupent finalement la totalité de ce que représente le vivant, au fond, quelque part. Voilà. Donc c'était moins une question. Enfin, au départ, avant que vous en parliez, Sophie, je voulais juste vous poser la question finalement de quelle était votre vision, une vision holistique finalement de toute cette question de la transition, en y mettant justement le côté peuple autochtone, en y mettant les questions d'éducation, en y mettant toutes ces questions-là. Voilà, quelle était votre vision à la fois en tant qu'actrice engagée de tout cela et en même temps que philosophe. Voilà, c'est la question que je voulais poser. Alors, merci beaucoup, Michel, pour ces précisions très importantes. J'y suis allée un peu en mode pour changer en fait le regard, mais si vous étiez là, c'est super d'avoir pu préciser et apporter ces compléments d'information. Alors, je vais vous dire que là, je vais encore sortir, je vais dans le prolongement de la Fondation Zoein, en fait, et de mon expérimentation. Donc, la Fondation Zoein, elle a trois côtés, 3 blocs. C'est le côté savoir engagé, donc se tenir au courant de l'actualité, de ce que nous disent le monde des savants dans leur spécialité, avec justement un partenariat avec la revue de la pensée écologique, où d'ailleurs on a fait une série de propositions là, avec un collectif, et les PUF, les presses universitaires françaises. Il y a deuxièmement le côté expérimentation, avec tout ce qui est RTE, CTE, travail de territoire, soutien des projets et critères, comment est-ce qu'on mesure ces impacts, comment on aide justement les acteurs. Et puis un troisième volet qui est sensibilisation, communication, avec des vidéos, avec des partenariats ici avec la RTS, la radio des Suisses romandes, avec des podcasts, avec voilà, pour que ça ne soit pas l'apanage d'un petit groupe et que ça puisse être vulgarisé. Et là, on a un côté d'intervention dans les écoles. Donc, je dirais que ces 3 piliers, qui sont aussi en lien, enfin, qui font ce que vous avez dit, mais en moins, bien sûr, puisque c'est qu'une fondation et c'est pas une vision d'une sagesse, voilà, c'est pragmatique aussi, et qu'est-ce qu'on peut faire à notre petit niveau, mais au moins on fait, et de sentir un peu en harmonie en essayant de faire comme les colibris, quoi. Et du coup, dans le partenariat qu'on a avec les PUF, on a fait aussi, c'est avec mon collègue Dominique Bourg, après moult discussions,
on a pu fonder une nouvelle collection de livres qui s'appelle Nouvelle Terre, au pluriel. Et c'est comme ça que je suis allée en Indonésie à la rencontre de Nouvelle Terre au pluriel. Donc, le premier livre que j'ai aidé à écrire, donc Astawi, c'était L'Esprit de la jungle. Cette collection a justement pour but de nourrir un échange de savoir, c'est-à-dire que pour une fois, en respect de la tradition orale, ce soit de faire des binômes un petit peu, on va dire, occidentaux et puis voilà, peuple premier, ou en tout cas issus de peuples autochtones ou qui ont encore ce savoir, comme c'est le cas en Indonésie. Hein. Il y a beaucoup encore d'animisme, de syncrétisme et de culture très forte, d'hindou-bouddhisme, à Bali notamment. Et donc, c'est comment on s'enrichit, c'est-à-dire nous obliger à écouter pour une fois l'autre et à aider à transcrire, à faire des interviews, à valoriser la parole de l'autre. Donc ça, moi, j'y crois énormément, donc dans cette vision holistique. Et puis en même temps, à permettre l'explosion de projets. Donc, ce que je ressens au fond de moi, c'est que c'est peut-être le bon moment. J'ai rencontré aussi Almir Dessuruy, enfin, on a pas mal de contacts, et qu'on a à apprendre d'eux aussi à la recherche de leur propre identité. Là, je pense aussi au cas, à tous les massacres qui a eu lieu, toute la culturation, tout ce qu'on fait pour essayer de détruire les cultures, hein, pour nous forger à une pensée unique, à une culture unique. Et c'est vrai que c'est pas tant de singer les peuples premiers. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a ce chamanic business hein, aussi. On part 3 jours quelque part, on a l'impression qu'on va devenir chaman ou que tout le monde va se... Non, c'est pas ça du tout. Donc, ça prend du temps. C'est un échange de culture. C'est pas de se découvrir, non. Mais c'est comment, sans singer les peuples premiers, en étant nous-mêmes à la redécouverte de ce qui fait aussi ici, je pense au chamanique helvète, si on insiste, enfin, à toute cette tradition qu'on a depuis des millions d'années de savoir, de connaissances aux plantes, à nos arbres, à notre terreau. Et il me semble fondamental que chacun, donc que ce soit les peuples premiers, qui puissent continuer à transmettre, parce que là, ce qui se passe, c'est que les plus âgés meurent sans transmettre aux plus jeunes. Puis il y a aussi les iPhones, la technologie. Donc, comment est-ce qu'on ne perd pas cette culture? Et nous, de notre côté, comment aussi on retrouve une autre forme de savoir qui n'est pas que ce savoir insupportable que des universités, mais un savoir humble qui fait qu'une rebouteuse dans un village va m'apprendre peut-être plus que... Mais sans qu'il y ait du plus et du moins, on va partager ce savoir. Et là, je suis persuadée, et là, dans chaque cellule de mon corps, on me dit qu'il va y avoir... On est à un moment de cette connexion où c'est important de ne pas rester en silo, que dans chaque monde, il faut arrêter les silos et pas de reliance. Et la résilience, c'est aussi un travail de reliance. Et je suis persuadée dans tout ce que vous avez décrit, Michel, sur l'éducation, sur la transmission, sur l'écoute respective, si on n'écoute pas les messages que nous transmettent, les prophéties, les visions que nous transmettent ces peuples premiers qui pourraient nous claquer la porte au nez en disant, bon, on vous a assez vu, débrouillez-vous et crevez parce qu'ils s'en porteraient pas plus mal, hein, c'est comme la Terre et la planète, mais qui sont encore là à vouloir nous tendre la main et nous appeler les petits frères blancs. Bon, je veux dire, il faut se l'assumer aussi, hein, c'est un peu empathique. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau et comment on peut rendre derrière, mais dans un esprit réciproque. Voilà, comment on invente, pour moi, on dit à une nouvelle civilisation avec un nouveau. Et c'est maintenant que ça doit se saisir, sinon on ne va pas s'en sortir. Et sans cette nouvelle spiritualité, sans ce renouveau-là, on ne va pas faire ce basculement dans les métamorphoses, dans les chrysalides, dans l'économie régénérative, s'il n'y a pas ce déclic intérieur. Donc, merci pour votre... Merci. Je peux rajouter quelque chose ? Très rapidement, juste, vous avez donné cette notion de sortir des silos et qui, évidemment, pour moi, elle est complètement essentielle. Enfin, c'est ma vie de consacrer à décloisonner les silos et à virer les silos. Donc, ça me va très bien. Et juste rappeler, peut-être pour les autres personnes aussi, que justement, la notion de complexité qu'évoque Edgar Morin, qui est comme le grand maître dans ce domaine, il rappelle que le mot complexe vient de précisément savoir de ce qui relie. Donc, l'enjeu de la complexité d'aujourd'hui, c'est peut-être probablement d'être capable de relier tous ces univers. Et donc, ce que nous faisons effectivement à Chendukwa, mais on parlait d'éducation dans tous les autres domaines, c'est plus on va relier, plus on saura gérer cette complexité. Et c'est probablement une des difficultés de notre confinement aujourd'hui, c'est qu'on est tous dans des bulles et c'est comment arriver à sortir de nos bulles derrière nos écrans pour se relier, réinventer la reliance. Voilà. Merci.
t'entends plus, Marc. Je disais merci Michel et je demandais à Eric s'il avait un autre dessin ou pas. Il y en a. La vie du petit ver de terre. Ah, c'est excellent. Excellent. Alors, est-ce que... D'autres? Comment? Non, je dis, il y en a d'autres. Allez, vas-y. Allez. Mais ceci dit, je fais une parenthèse. Vous savez que les économistes ont poussé jusqu'au bout. Ça s'appelle les pour paiement écosystémique. Discipline de l'économie écologique, où on quantifie le service que nous rend la nature. Alors, par exemple, c'est un couple de G qui enterre les petits glands. Et en fait, ils ont calculé qu'un couple pouvait faire le boulot de 8 personnes, par exemple. Donc, et on ne les paye pas pour. Donc, au moins qu'on les respecte, à défaut de les payer. Alors là, c'est un dessin pas très rigolo. Ouais. Oui, mais c'est une très bonne question. C'est le droit à l'autonomie. Alors là, je vais reciter Marlène Sébastien. Elle explique qu'elle ne travaille pas sans le concept d'autonomie. Et elle explique très bien le premier besoin. Alors, c'est dans le blog, hein. C'est pas moi qui le dis, je recite ce qu'elle dit. Hein. Elle explique que le premier besoin des êtres humains, c'est d'aider les autres. C'est comme ça qu'on se sent plein et rempli. Mais si on ne reconnecte pas avec ce besoin, ça va être compliqué. Et la question des vaccins, c'est de laisser aussi la détermination des peuples à choisir s'ils veulent être. Bien sûr. Et ça, c'est un grand débat quand on voit qu'on parle des puces, du traçage, de la liberté. C'est un gros souci aussi en train de se jouer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se relier, mais pas trop non plus technologiquement, quoi. On va bien se relier humainement, mais d'un certain nombre de libertés. Merci, hein, c'est vraiment excellent. Bon, un autre petit. Une question philosophique. Toc. De l'état de crise à l'état de grâce. Ouais. Alors, je suis fan. J'adore d'autant plus, mais complètement, que j'ai une pensée pour mon collègue Gérald Hess, qui est un éthicien, philosophe, spécialiste de l'environnement et des questions d'esthétique de la nature. Et donc, dans l'état de grâce, il y a quelque chose de mystique. Et je reste persuadée, j'ai parlé de vision, mais là, alors on peut avoir différents types de visions, mais je suis sûre et c'est une forêt, vaut plus que des discours sur la déforestation, quelquefois. Donc, c'est le côté esthétique et le côté, quand on parle de valeur marchande, mais d'être touché par la valeur esthétique d'une forêt, vaut comme un instant de grâce qui, du coup, va faire changer peut-être la perception qu'on a de la nature. Pas juste une poubelle, qui n'est pas juste de massacrer les vers de terre ou les asperger de pesticides, mais comment on peut vivre du coup en harmonie avec eux, avec les vers de terre, avec les araignées, avec le vivant, en leur rendant grâce. Mais excellent. Il y a une solution, c'est il faut se mettre des antennes. Ah. Complètement. Mais encore, attention avec le développement durable parce qu'il pourrait nous prendre des antennes technologiques. Donc, il faut des antennes. Des antennes qu'on nourrit effectivement avec un autre type de nourriture que la technologie. Excellent.
Il y a quelqu'un qui propose que, Eric, tu deviennes président. Karina. Est-ce qu'elle est mariée, Karina? Je sais pas. Sinon, je l'épouse. Je suis impressionnée par la rapidité avec laquelle Eric peut faire tant d'efforts. C'est bluffant. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont venues ou des remarques ou des commentaires? N'hésitez pas. Hein. Si ça se tarit, on va peut-être clôturer la soirée, qu'il est déjà pas loin de 20 heures. Donc, une minute. Un dernier dessin, Eric, non? Ou pas? Eh non. Alors, peut-être, Sophie, je ne sais pas si tu as quelques mots de conclusion pour la soirée, et peut-être revenir sur le… En fait, moi, j'aimerais bien que tu nous dises… Mais je ne connais pas. Je ne sais pas qui a dit je ne connais pas. En tout cas, oui, j'ai peut-être une dernière question, moi. C'est plus personnellement, comment tu es venu à t'interroger? Est-ce que c'est suite au voyage en Indonésie que tu t'es posé la question de la transition intérieure, ou est-ce que c'est avant, ou comment c'est venu en fait? Est-ce que ça a été une soudain ou plutôt un cheminement, ou, voilà. Parce qu'en fait, on peut dire que tu as commencé par la transition écologique avant de te poser la question de la transition intérieure. Je vais mettre mon antenne de chrysalide. Faut me voir comme ça, quoi. Je pense que j'ai toujours eu cette transition intérieure, ça m'a toujours animée, ces questions, ça m'a toujours animée, ces débats de spiritualité. Je suis passée par tous les stades, enfin tout, je crois que j'ai à peu près tout vécu. Et ça, c'est, je dirais, intérieurement, et je pensais que c'était mon domaine, je pourrais dire, un peu personnel de choses. Mais j'ai toujours été hypersensible. Voilà, une forme d'empathie un peu voilà, que je gardais en moi, quoi, d'empathie aux choses qui me font que ça m'est difficile. Je ne pouvais pas. C'est pas que je spécialement. C'est égoïste. J'ai besoin de le faire pour me sentir bien. Donc il n'y a rien de donner des leçons ou dire non. Ce que je le fais, c'est si je le fais pas, je me sentirais tellement. On ne peut pas ne pas le faire. Donc c'est une forme d'obligation. Par contre, par la transition écologique. Oui, en termes de carrière, j'ai été d'abord dans le social parce que la question de la pauvreté et de la précarité m'obsède depuis toujours. Donc, comprendre, j'ai les deux côtés dans ma famille, j'ai très très riche, très très pauvre. J'ai une grand-mère qui est morte aux petites sœurs des pauvres, une qui était à la résidence dorée avec gouvernante. Donc, deux, je voyais de l'indigence et de l'autre côté, je la voyais 10 ans d'écart, mais l'autre, elle était nickel, elle avait des super dents. L'autre, elle était… Et je me dis, mais j'ai le même degré de sang et de gène. Et du comprendre, c'est pour ça que quand je dis je suis des classes, je la comprends pas. Voilà, j'ai vraiment eu ces deux côtés. Mais par contre, ce qui m'a toujours touchée, c'est que les deux étaient seuls à mourir dans des EMS seuls. Et moi, j'étais aux enterrements. Et du coup, chez les peuples premiers, ce qui me plaît, c'est ce côté comment, au fond, au-delà d'être riche pauvre, bien sûr, j'ai bien compris qu'il fallait mieux être riche. Et je suis très contente d'être dans les très riches plutôt que dans les très pauvres. Mais tu vois, donc je dirais que c'est un cheminement de comment, de sa perception, se rend compte chez les peuples premiers, il y a ce regard des ancêtres. Comment on respecte les anciens? Comment on a tous besoin de respecter un peu ces points de vue. Et du coup, je suis arrivée donc du social après à l'écologie. J'ai été engagée par Dominique Bourg et tout, donc effectivement, j'ai été formée à l'écologie. Là, j'ai eu un choc, j'ai fait la fondation et je suis non par, disons que ça a fait que accentuer ce que je pensais du lien, de quelque chose que j'avais en moi, mais de mon boulot maintenant, je peux ressortir ce que je sens en moi pour le remettre de manière scientifique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'Indonésie n'a fait que renforcer des choses que je ressentais et je pense sur cette nécessité de montrer peut-être la voie, parce que moi, je suis censée être universitaire. Enfin, je suis moi, je me sens complètement déconnectée de mes collègues. Je me sens plus proche et plus comprise en échangeant et plus enrichie et alimentée de discussions que j'ai avec vous ce soir que à me sentir épuisée d'une île parce que le taux de vibration est tellement… Je dois me forcer à retourner. Et en même temps, je ne peux pas trop le dire parce que tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comment, de ce ressenti-là, on arrive à faire en sorte de faire dialoguer ces savoirs et que ça se retrouve dans des liens, des interprétations, dans des travaux, comment on peut mettre en œuvre pour que tout le monde y trouve son compte. Voilà. Et je trouve qu'Émergence est vraiment fait un super boulot là. C'est parfait. Merci Sophie. Écoutez, merci à tous. Merci Eric pour ta contribution.
Et puis, alors, semaine prochaine, je crois qu'il n'y aura pas de soirée en émergence parce que c'est une semaine spéciale déconfinement en France. Et donc, on va avoir à cœur de bouger, peut-être de sortir un petit peu. Et par contre, on prendra la semaine d'après avec probablement, ça sera la surprise. Voilà, vous verrez. Et puis, merci encore de votre participation. Puis j'espère à très bientôt. Sophie, ça a été un plaisir. Et puis, on se dit à bientôt aussi et à une prochaine fois. Bonne soirée à tous. Merci infiniment. Merci vraiment. Merci du fond du... À bientôt.